Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur le Brap Show pour l'épisode 3. Je suis avec Clément, aka Mr. Brap sur TikTok. On remercie MGT Design d'être avec nous. N'hésitez pas à contacter @mgt-mx. Non, pardon, n'hésitez pas à contacter @mgtdesign-mx sur Instagram pour toutes vos demandes de kit déco 200% perso. Le championnat AMA Pro Motocross 2024 a commencé ce week-end à Fox Raceway et on va pouvoir en discuter avec Clément. Donc, on vous remercie de nous suivre sur YouTube et aussi en podcast audio. Normalement, ce sera le premier podcast sur Spotify, si je fais les choses bien. Clément, c'était une première course qui, en ce qui me concerne, était plus intéressante à regarder que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai que sur le papier, surtout en 450, on n'avait pas énormément de monde qui peut rivaliser avec Jet. On a parlé pendant notre épisode preview des possibilités qu'il refasse un 22-0. Bon, pour l'instant, il est toujours invaincu, mais les courses, c'était quand même cool à regarder. Ouais, c'est vrai que c'était sympa. Après, moi, quand j'ai vu Jet partir devant, ça me dérange qu'il parte devant quand même. Parce que je te dis, jusqu'à maintenant, je pense qu'en partant devant, sa course, il la gère. Donc, ouais, il a été un peu inquiété à certains moments par son frère. Après, il y a Sexton qui était pas mal revenu aussi. C'est en deuxième qu'il est revenu dans sa roue à quelques tours de la fin. Donc ça mettait un peu de piment, mais à la fois, je sais pas s'il était réellement inquiet et en train de pousser pour mettre du gap, ou si juste il gérait et voilà, il se retournait un petit peu, je sais où il est. Je sais pas trop. Après, il disait justement aussi qu'il n'était pas à l'aise avec la moto, donc peut-être qu'il était quand même à son maximum avec une moto qui ne lui convenait pas de fou. Mais ouais, moi je me suis pas senti. Là peut-être que j'ai toujours l'impression qu'il est un peu en contrôle devant et qu'il gère sa course. Ok, c'est pas forcément la sensation que j'ai eue moi en regardant la course, mais on va y revenir. On va commencer par les 250 et revenir au tout début de la journée, parce qu'on avait discuté un petit peu de Joey Savacci sur la Triumph qui roule. Alors, je sais pas si on dit Triumph ou Triumph, je suis désolé pour les puristes. Dites-le nous en commentaire à la limite, comme ça je corrigerai pour la prochaine fois. Mais donc Joey Savacci était qu'à 2 dixièmes de seconde derrière Kitchen aux essais, en deuxième place. Est-ce que ça t'a surpris cette vitesse de Joey Savacci sur les premiers essais de la saison? Un petit peu, parce que c'est vrai que moi j'en avais parlé et je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il soit dans les 5 premiers. Enfin, je le vois entre 5 et 10, donc c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à le voir avec cette vitesse-là. Après, effectivement, lui, il est sur la 250 et en outdoor depuis pas mal de temps déjà. Les autres pilotes, ils switchent du supercross au motocross. Donc, pour ceux qui jouaient le titre en plus, Kitchen, Digan, Vial, ne sont pas forcément préparés à l'outdoor en avance. Donc, ils ont eu vraiment juste ces 2 semaines entre le supercross et le motocross. Donc, ça fait assez court pour tester et s'y préparer à des manches de. C'est combien de 30 ou 35 30 minutes de tour. Ce qui fait à peu minutes près de tour. 35. Voilà, ce qui fait à peu près 35 minutes de manche. Sous un gros soleil en général, donc là apparemment la température n'était pas excessive, enfin ils ont connu pire en outdoor, mais ouais, du coup en prenant en compte toutes ces circonstances là, c'est pas spécialement étonnant que lui soit là, puisque c'est quand même un bon pilote et pour le coup voilà, il a eu un bon temps de préparation. Ça fait un moment lui qu'il sait qu'il peut pas faire le supercross, qu'il fait que l'outdoor en 250, donc je pense qu'il arrive très bien préparé. Et à voir du coup s'il peut avoir une marge de progression, parce que les autres en auront sûrement, hein. Ils vont travailler sur la moto, ils vont travailler en outdoor, donc ils vont monter en puissance. Est-ce que lui va quand même pouvoir être dans ce wagon-là et monter en puissance et du coup être présent jusqu'à la fin? C'est un peu le point d'interrogation. C'est vrai que je ne sais pas s'il a fait 100% préparation outdoor ou si est-ce qu'il a peut-être fait un petit peu de supercross à l'entraînement pour aider à développer la moto, parce que c'est quand même une nouvelle moto. Première saison en supercross et en compétition même en motocross, mais bon, ils ont le côté MXGP qui déjà bosse sur motocross et puis ça vient de toute façon après aux États-Unis. Donc est-ce qu'il a aidé pour développer la moto, trouver des bons réglages en supercross pour aider ses teammates, ou est-ce qu'il a directement bossé en motocross? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que de toute façon, à partir du moment où les courses avaient commencé en supercross pour Jelix Wall et Evan Ferry, lui il était déjà en MX. Et du coup, c'est vrai que Jason Thomas, il avait soulevé, il débattait un peu avec Jason Wagent, qui est au commentaire des courses, sur le fait que Savacci, d'une, il n'a pas roulé en 250 depuis quand même pas mal d'années. Je crois que 2017 était peut-être sa dernière année en 250. Ouais, il me semble. Et donc, d'une, il redescend en 250 pour la première fois depuis du coup 7 ans. Et en plus, c'est une nouvelle moto qui
est certainement perfectible, c'est un projet en cours de développement. Mais de l'autre côté, comme tu dis, il a eu plus de temps pour bosser en outdoor que la plupart de ses adversaires. Et donc, est-ce que du coup, ces deux côtés-là s'équivalaient et est-ce qu'il arrivait avec aucun avantage, désavantagé ou avantagé par rapport à la compétition? Jason Thomas tendait à penser quand même que le fait d'avoir eu plus de temps sur les pistes d'outdoor et de s'entraîner en outdoor, c'était quand même plus un avantage au final que le fait de redescendre en 250 et le fait d'être sur une nouvelle moto était un désavantage. Donc il était assez d'accord avec toi là-dessus. On va enchaîner avec écoute, 2 épisodes et puis à nouveau une deuxième fois un débat, une polémique sur des pénalités. Tom Vial qui a été rétrogradé en première manche pour être sorti de la piste et d'après l'AMA avoir gagné du temps et ne pas avoir fait attention pour revenir sur la piste. Il a été rétrogradé d'une place. Et il y a eu, donc je ne sais pas si tu as vu que en fait, la conférence de presse de 150 a été vachement retardée de, je crois, plus d'1 heure parce qu'ils étaient en train de décider au niveau de la fédération si Digan allait également être déclassé à cause pareil, de différentes sorties de piste. En plus, il en a eu plusieurs, donc je ne sais pas si elles étaient toutes under review ou s'il y en avait une en particulier. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as pensé que c'était normal de pénaliser Tom sur sa sortie de piste dans les vagues? Est-ce que tu penses que l'une ou toutes les sorties de piste de Digan étaient censées être pénalisées? Et ensuite, on discutera de est-ce que tu penses que cette pénalité, parce que donc on en discutait la dernière fois, je pensais que les pénalités aux États-Unis c'était tout le temps des points qui correspondent à des positions, mais apparemment ça marche que quand tu sautes sur un drapeau médical. Mais donc là où tu coupes la piste, enfin tu sors de la piste et apparemment tu gagnes un avantage. Là, c'est vraiment des positions dans le classement, ce qui fait qu'à nouveau, les pilotes qui sont derrière toi, quand tu es déclassé, eux gagnent une position même s'ils ne t'ont pas doublé sur la piste. Donc, on discutera ensuite de si tu penses que c'est une pénalité qui est logique en fait pour ce genre de transgression. Mais donc déjà, est-ce que Tom, pour toi, il est censé être pénalisé lorsqu'il sort des vagues? C'est toujours difficile à juger. Je pense que pour avoir un avis clair, parce que la règle elle est claire, si tu gagnes du temps, tu es pénalisé. Et il faudrait peut-être, enfin l'idéal, mais ce qui prendrait du temps, c'est de prendre tous ces passages dans les vagues, d'en faire une moyenne sur le secteur et de voir quand il a coupé la piste, est-ce que du coup il est au-dessus ou en dessous de cette moyenne. Et là, du coup, on pourra voir s'il a gagné du temps et ce seraient les chiffres qui parleraient. Il n'y a même pas besoin d'en débattre. Je pense qu'ils ne font pas ça. Je ne sais plus si c'est ce qu'ils font vraiment. Enfin, j'avais entendu parler de regarder la terre qu'il y avait derrière, les gerbes de terre. Je ne sais plus où j'ai entendu ça. Si c'est pas dans un podcast de DV Musquin ou il se fie à des trucs comme ça. Enfin, j'en ai entendu parler aussi où parfois il regarde la gerbe de terre ou en tout cas il l'utilise comme argument pour dire le pilote a accéléré sur le bord de la piste. Pour revenir à ce que tu dis, je ne suis pas sûr qu'ils fassent la moyenne de tous les passages, mais a priori, ils comparent quand même en timement le passage où le pilote sort de la piste contre au moins un de ces passages où il ne sort pas de la piste. Ouais. Ok, donc là, c'est pareil, ça serait judicieux de savoir quel passage ils prennent, s'ils en prennent un. Est-ce qu'ils le prennent au hasard? Ils tirent au sort un tour et du coup, ils tombent dessus et match. Ce serait intéressant de savoir. Bon, en tout cas, déjà, s'il se base sur des chiffres et pas juste sur la gerbe de terre derrière, parce qu'en fonction de comment ça a été arrosé, si c'est poussiéreux, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. La gerbe de terre elle peut être plus ou moins grosse. Maintenant, est-ce que Tom, il doit être sanctionné? Du coup, je sais pas, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Et si les chiffres disent qu'il a été plus rapide que quand il prenait les vagues, oui. Du coup, parce que la règle elle est claire, si tu gagnes du temps, et c'est logique, hein, si tu es sorti de la piste, donc en plus tu as fait une erreur, t'évites la chute, etc. Enfin, c'est bien, on te met pas un grillage, on te laisse sortir de la piste. Tu sors de la piste, si en plus tu gagnes du temps, tu es pénalisé, c'est normal. Sinon, tous, on s'amuse à sortir de la piste. En supercross, on prend pas les whoops, on se fatigue moins et on prend moins de risques. Et c'est plus facile comme ça. Maintenant, moi, j'aimerais plus axer sur le côté du pilote. J'aimerais inviter les pilotes, et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui vont nous regarder et qui vont écouter, mais à lever la main, il y en a quelques-uns des fois qui le font. Enfin, Digan l'a fait sur l'une de ses sorties de piste. À un moment donné, sur l'intérieur d'un virage en première manche, il est sorti de la piste. Du coup, il est passé à l'intérieur d'un piquet. Il a un tout petit peu coupé le virage. C'était un virage à gauche. Il a levé la main et puis il a continué. Et donc, il a levé la main. Il a gardé son élan, mais il n'a pas mis plein gaz. En plus, c'était une toute petite portion qu'il avait coupée sur ce coup-là. Mais il a levé la main, puis il a repris ensuite derrière Kitchen. Et voilà, rien que de lever la main, déjà, tu montres qu'avec une seule main, tu peux mettre moins de gâches, tu es moins à l'attaque, etc. Et parce que, faudrait revoir spécifiquement la sortie de piste de Tom Vial, mais il me semble qu'effectivement, il sort
et qu'il a encore la position ou la position d'accélération qu'on demande, tu te penches sur l'avant, tu contres les forces qui s'exercent à l'accélération, tu te penches sur l'avant au moment où tu accélères. Et je me demande si justement sur cette partie-là où il est droit, hop, il se met pas sur l'avant, pareil, on est sur une accélération, enfin j'accélère, donc je me laisse pas tirer par la moto, je me mets en avant. Bah là, effectivement, dans la posture et tout, il y a tout qui montre que merde, faut pas que je perde de temps, quoi. Bah si tu es sorti de la piste, tu dois perdre du temps, c'est logique, tu as fait une erreur et on sait que la règle, justement, enfin. Et puis c'est jugé par c'est même pas des robots justement, enfin on sait pas ce qu'il y a derrière, et on sait très bien, enfin c'est comme partout, c'est jugé par des mecs, à un moment donné s'ils aiment pas ta gueule, ils te font sauter ta place et basta. C'est vrai, non mais ça se passe comme ça partout, donc on va pas se mentir non plus, donc à un moment donné, mets-les plutôt dans ta poche, montre-leur, hop je suis sorti, pardon les gars, excusez-moi, et même re-rentre vite, parce que là c'est vrai qu'il en a zappé plein des vagues, alors que il pouvait rentrer dès le début, c'est sûr qu'il serait rentré, hop, bah, il aurait enroulé les premières, mais en plus dans la position dans laquelle il était, ça arrive en première manche ça? Ça arrivait en première manche. Et il était déjà troisième à ce moment-là? Non, à ce moment-là, il était juste devant Digan. Ah ouais? Il s'est fait doubler plus tard, il me semble. Ok, bon, alors je sais pas si lui dans sa tête il savait déjà qu'il était en dessous d'eux et qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour rivaliser avec eux sur ce terrain-là ce week-end. Mais ça sert à rien justement de risquer ça, quoi. Enfin, d'essayer de ne pas perdre ce temps-là, alors que tu sais qu'à la fin, au final, bah, ta place c'était troisième, t'as rien eu pour les deux gars devant, et donc c'est bête, c'est des points de perdu bêtement, alors que sa place, quoi qu'il arrive, il aurait pas coupé, il aurait pas gagné de temps ou quoi que ce soit, il aurait été troisième derrière ces deux-là, donc c'est bête d'avoir perdu une place là-dessus, mais ouais, moi je les invite à montrer justement, oh pardon, regardez, je lève bien la main, je suis sorti de la piste, j'accélère pas trop, et voilà, de pas avoir cette position à l'attaque, je me penche sur l'avant, j'accélère. Forcément, quand tu vois ça, sans même regarder, avant de regarder les chiffres, parce qu'on ne sait pas comment ils regardent les chiffres, les mecs dans leur cabine, mais si tu vois le mec à l'attaque avec la gerbe de terre derrière, etc., tu as tout de suite envie de dire, oh là, tu vois, les commentateurs, ils sont comme nous, ils voient juste ce qu'ils ont à la télé, ils ne comparent pas les temps, et tu les entends des fois dire, oh là, à mon avis, on va voir ce que dit la Fédé, parce que ça me semble limite, machin. Donc forcément, ouais, lever la main, montrer que, hop, j'ai coupé, déjà, voilà, je m'excuse, et je gagne pas de temps et re-rentre le plus vite possible, n'attends pas, alors il faut que ce soit le plus safe. Oui, je pense qu'il aurait dû re-rentrer même après la dernière vague plutôt et bien regarder. Et il me semble qu'il a pas regardé, il a pas jeté le coup d'œil, donc ça, il a pas regardé, il a sauté sur la piste. Après, c'est vrai que d'un autre côté, je sais plus vraiment, mais tu es à peu près à mi-course, t'es pas trop dans les pilotes retardataires à ce stade-là, il sait qu'il y a Digan derrière. Il sait que s'il n'est pas sur son côté, bon, bah, il est toujours derrière, il peut rentrer sur la piste. En vrai, même sans regarder, je pense qu'il savait que c'était safe. Mais c'est vrai que de toute façon, tu dois montrer aux arbitres aussi. C'est un peu comme quand tu passes le permis. Tu dois montrer que tu as regardé dans tes rétros et tout. C'est la même chose. Tu dois tourner la tête, leur montrer. Moi, je regardais juste coup d'œil et tout. Ils me disaient, oh, t'as pas regardé dans le rétro. Bien sûr, t'as pas regardé. Ok. C'est bon, là, du coup, je vois même plus devant. Mais ouais, non, effectivement, je pense qu'il savait où il était. Enfin, c'est pareil, tu arrives dans un virage, une épingle avant, tu reviens sur la ligne, tu vois, tu croises. Enfin, il savait qu'il n'y avait personne autour. S'il est rentré comme ça dans la piste, il savait qu'il n'y avait personne avec c'était safe. Mais effectivement, il faut leur montrer. Déjà, pardon, voilà, je gagne pas de temps. Et en plus, il n'y a personne, j'y vais, j'ai tout fait ce qu'il fallait pour rentrer en sécurité, quoi. Oui, et là où c'est aussi important sur le plan de la compétition, bah, faut pas tricher, donc c'est pour ça que tu dois pas gagner de temps. Mais aussi, tu n'es pas censé de toute façon accélérer sur le bord de la piste parce qu'il peut y avoir des photographes, des journalistes, des commissaires, des médecins, des secouristes, tout plein de gens qui sont là pour aider l'événement et qui tout simplement, il ne faut pas les mettre en danger. De la même manière que les spectateurs n'ont pas le droit de venir sur la piste et ne le font pas, c'est la règle pour protéger tout le monde, bah, il faut faire, même quand tu vois qu'il n'y a personne, il faut quand même être ultra prudent quand tu es en dehors de la piste. Et là où la règle n'est pas hyper claire, c'est que tu vois, tu dis la règle, tu ne dois pas gagner de temps quand tu es en dehors de la piste. C'est pas exactement ça. La règle, c'est que tu ne dois pas gagner d'avantage. Et parfois, même si tu perds du temps, ils peuvent considérer que tu as gagné un avantage. Et donc là, c'est hyper subjectif. C'est genre, tu serais allé encore plus lentement si tu avais rentré plus tôt ou des trucs comme ça. Anderson, il s'est déjà fait avoir l'année de son titre en Supercross là-dessus. Donc c'est là que la règle, elle est un petit peu trouble. Mais moi, j'avoue que quand j'ai vu la sortie de piste de Vial en direct à la télé et quand j'ai vu comment il l'a géré, enfin honnêtement il n'a pas vraiment ralenti, alors il n'a pas accéléré comme s'il était sur la ligne droite de départ non plus, mais par rapport à la vitesse qu'il aurait eu dans les vagues, je trouve qu'il a quand même pas tellement ralenti et je me suis douté qu'il y aurait pénalité là-dessus. Ouais. Après, tu voulais les comparer justement à celle de Digan. Moi, j'en ai qu'une seule en tête où il prend l'extérieur pleine balle là et qui sort de l'extérieur.
J'ai que celle-là en tête de ces sorties de piste. Alors, en première manche, il y a celle-ci. Il y en avait donc eu une toute petite avant où là, il a levé la main, comme ça. Et donc, franchement, rien à dire sur celle-ci. Celle où il sort de l'extérieur. Alors là, lui, il reste debout et tout, mais il contourne tout le Dragon Back qui est quand même, ça monte assez haut et tout. Et même s'il n'est pas plein gaz, tu vois, je suis pas sûr qu'il soit allé beaucoup moins vite que s'il avait pris le Dragon Back, même nickel, tu vois. Et de toute façon, il a fait une erreur. S'il était rentré avant le Dragon Back, il serait pas rentré nickel. Et c'est là que je pense que j'aurais peut-être pénalisé aussi Digan là-dessus. Et ensuite, il y en a eu une autre, je crois, en deuxième manche, où pareil, il se rate, il sort de la piste, il me semble qu'il rate un saut. Mais là, pour le coup, il n'avait pas l'air d'avoir tellement gagné de temps non plus. Pareil, je crois qu'il est resté assez debout. Il a attendu en maintenant, en fait, un petit mi-gaz et il est rentré tranquillement sur la piste. Et bon, du coup, on va pas aller plus loin sur est-ce que Digan devrait être pénalisé. Sauf si tu as une opinion sur celle où ils zappent le Dragon Back, du coup. Ouais, bah, effectivement, c'est toujours pareil. Les gars, ils doivent perdre du temps, en fait, quand ils font une sortie de piste comme ça. Parce que si il avait voulu ne pas sortir de la piste, peut-être que du coup, dans l'extérieur, il serait rentré moins pleine balle. Donc, en fait, même le temps qu'il aurait gagné sur la piste, tu vois, si on prend juste le temps déjà qu'il prend sur la piste, bah, peut-être que sans sortie de piste, il peut pas aller aussi vite sur la piste, déjà. Ouais. Donc, tu vois, il y a même ça à prendre en compte. Donc à partir du moment où il sort, effectivement, il doit rentrer avant le Dragon Back. Et oui, le Dragon Back, il va l'enrouler, il va galérer dessus et il va peut-être perdre 1-2 secondes parce que il est sorti de la piste et qu'il rentre sans élan. Bah ouais, mais à la fois, du coup, il fallait pas sortir de la piste avant. Enfin, c'est une erreur et à la base, t'es pas censé sortir de la piste. Si on mettait un grillage tout autour, bah il sort, il prend le grillage, il est par terre. Et il perd bien plus de temps. Donc là, peut-être qu'il réfléchirait un peu plus avant de prendre pleine balle, tu vois, l'extérieur, et se dire, bah voilà, au pire, j'en sors, c'est pas trop grave. Bon, après une sortie de piste, quand même, t'as vite fait de faire une glissade. Je pense pas qu'ils se disent, bon, si je sors, c'est pas très grave, c'est safe. Parce que quand tu prends un extérieur pleine balle comme ça et que t'arrives à sortir de la piste, la terre, elle est pas bien tassée, t'es pas dans l'arrière, etc. C'est quand même risqué. Mais ouais, il y a aussi ce passage-là aussi à prendre en compte, c'est que peut-être qu'il serait pas rentré aussi fort dans l'extérieur. Parce que c'est vrai que moi, quand je l'ai vu rentrer, il est rentré avec une vitesse dans l'extérieur. Là, en plus, Digan, pour les virages, on le connaît, même en Supercross, il nous a déjà surpris plusieurs fois. Là, il rentre à fond. Et c'est d'ailleurs dommage qu'il en soit sorti, parce qu'il n'en serait pas sorti. Ça aurait fait un très beau virage. Mais ouais, je voulais revenir sur la conférence de presse. Non, moi, ce que j'ai vu, c'est un petit extrait où de ce que j'ai compris, justement, il y a un journaliste il n'y avait pas la question du journaliste, mais il doit lui poser la question à Digan. Ouais, ça a dû être controversé, justement. Est-ce qu'on pénalise ou pas, etc. Donc, qu'est-ce que lui, il en pense? Et je me demande, du coup, de ce que j'ai compris, ce serait Mitch Payton qui aurait demandé, qui aurait fait réclamation en fait sur Digan. Il y a moyen, parce que oui, effectivement, Digan dit, je crois que Mitch essaye de nous grappiller des points ou un truc comme ça. Donc, et puis après, il demande à Kitchen, il lui demande, Kitchen, tu penses que je l'ai mérité ou pas cette victoire? Toi, t'en penses quoi? Et du coup, ils en discutent comme ça, c'est assez marrant, mais moi j'avais juste compris ça, je savais pas qu'elle avait été retardée à ce sujet-là. Ouais. Et donc, a priori, Lama, en prenant un petit peu les temps de chaque passage et tout, a défini que Tom avait gagné du temps en étant en dehors de la piste et en plus n'avait pas fait attention en revenant dessus et donc avait transgressé la règle et a été pénalisé d'une position. Et ils ont défini que Digan, lui, n'a pas gagné de temps et en plus est rentré de manière sécurisée sur la piste et donc, du coup, ne méritait pas de pénalité. Pour finir sur ce sujet, est-ce que tu penses que pénaliser donc des positions, c'est la bonne chose à faire? Personnellement, je pense encore que des points, c'est plus logique que des positions. Clairement, parce que tu vois, par exemple, là, le temps que Tom a gagné, il est surtout sur Digan. Bien sûr, au final, s'il gagne du temps, c'est sur tous les gens qu'il y a derrière. Mais il finit 3 derrière Digan, et j'ai pas les temps, mais admettons qu'il finisse même 5 secondes ou plus devant Hymas. Eh bien, il n'a pas gagné 5 secondes, clairement, sur la partie où il était en dehors de la piste. Donc, tu donnes à Hymas une position qu'il n'aurait de toute façon pas obtenue et tu lui donnes des points qu'il n'aurait de toute façon pas obtenus. Donc, en fait, tu pénalises pas juste la personne qui transgresse la règle, tu avantages aussi d'autres adversaires. Et par exemple, Digan, qui lui a fait l'effort de doubler Tom pendant la manche, se retrouve à marquer moins de points sur Hymas par rapport à son finish, juste parce que Digan a transgressé une règle. Donc tu vois, en plus, si les mecs ils commencent à vraiment réfléchir de fou et tout. Parce que Vial a transgressé. Oui, parce que Vial a transgressé une règle. Qu'est-ce que j'ai dit? Digan. Ah ok, non. Parce que Vial a transgressé une règle et donc du coup il marque moins de points sur Hymas. Donc après, imagine, Vial il veut aider Hymas comme ça ou quoi, tu vois. Après, ça pourrait aller loin si les mecs ils calculaient de fou et tout.
Je dis pas que c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils vont faire, mais sur le principe, du coup, je trouve qu'encore une fois, pénaliser de position quand tu gagnes pas de position en sortant de la piste, je trouve pas ça très logique. Et même si tu coupais, admettons, une fois la piste en doublant un pilote, bon, bah, si tu finis devant lui à la fin de la manche et qu'en plus il est dans ta roue, peut-être que oui, là, tu dois perdre la position et la redonner au pilote que tu as doublé en sortant de la piste. Mais tu vois, si ce pilote te redouble déjà pendant la manche, c'est compliqué de dire, bon, bah, tu vas rétrograder encore d'une place et on va du coup monter un pilote au-dessus de toi, encore une fois. Peut-être que sinon, en plus des points, il devrait y avoir un temps. Et alors, c'est toujours aussi compliqué parce que rattraper un pilote et le doubler, c'est deux choses difficiles. Mais peut-être que ce serait plus juste de dire c'est 3 points et 3 secondes ou en fonction de ce que tu as gagné. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, déjà, je voulais juste savoir, du coup, Aimas, il a pris les points de la troisième place aussi, du coup. Ouais, il a pris les points de la troisième place. Ils étaient tous les deux à 38, il me semble, à la fin de l'épreuve. Ouais, donc effectivement, ça donne des points en plus à. Donc ça sanctionne pas juste celui qui a fait l'erreur, ça aussi avantage l'autre. Parce que encore, il prend le chèque de la troisième place, Aimas, et il monte sur le podium si jamais il finissait sur le podium. Ok, mais c'est vrai qu'ils prennent des points en plus, du coup, les points de la troisième place. En fait, les deux devraient avoir le même nombre de points, peut-être. Tu vois, enfin, les deux marquent les points de la quatrième place. Ouais, Mais voilà. on ne devrait pas donner les points, par contre, à Aimas. Après, moi, je pense, oui, plus sur le temps. C'est-à-dire, même pas définir ces 3 secondes, mais peut-être justement calculer, tu as gagné du temps. Et alors peut-être qu'on le fait x2 quand même pour que ce soit une sanction, c'est pas juste t'as gagné ce temps-là, parce qu'effectivement quand tu passes à côté des whoops en supercross, quand tu passes à côté d'une série de vagues qui va être défoncée, tu t'économises aussi à prendre du plat qui est tout simple. Donc parce que ça me refait penser en supercross quand c'était la bouche, je crois que c'est Smith qui les whoops, glissade, 2 tours ou 3 tours de suite, glissade et je suis passé à côté des whoops. Donc ouais, il accélère pas trop, mais quand tu vois la boue, à quelle vitesse il passe dans les whoops, Ouais. il a pas accéléré, mais selon moi, si tu prends les temps, il était quand même plus rapide en étant sur le côté qu'en étant dans les whoops, c'est Ouais. sûr. Et Presque là, il avait tu pas été pousses la sanctionné. moto à côté des whoops, tu vas plus vite que quand tu roules dedans. C'est là, ça. la Parce piste que là, tu les Francisco, voyais, ouais. puis ils enroulaient, avec, des fois ils se retrouvaient à l'équerre dans les whoops et tout. Et Mais il faisait là, du je sais ski pas dans les whoops, c'est gauche, droite, sur chaque whoops. Mais je crois qu'il a pas été sanctionné en supercross pour ça, Smith. Et moi, je m'étais fait la réflexion. Je me dis, oh, une fois, bon, ok, ça arrive si tu veux. 2 fois, 3 fois, ça lui est arrivé dans la finale. Il s'économise, il enlève le risque de tomber parce que là, dans les C'était en whoops, on les voit finale. dans la boue. Alors, peut-être que je dis une bêtise en disant en finale, mais. Ça devait être en hit parce que normalement, si on parle bien de San Francisco, la finale, ils avaient rasé les whoops justement. Il y avait genre 3 vagues hyper douces. On parle de la course où Prado et Dylan gagnent chacun une hit? Eh ben non, parce que moi, ok. le souvenir que j'en ai, c'est les whoops, ils sont à côté du grade des places directement des spectateurs. Ok. Alors que là, la série whoops, elle était au milieu sur celle où Prado et Ferrandis gagnent la hit. Donc je sais plus. Je sais plus laquelle c'est exactement, il me semble qu'il y avait un enchaînement avant, ouais, et puis hop, tu vas passer. C'est peut-être la course d'après à San Diego qui était un peu grasse aussi, celle que Plessinger gagne en 450. Ouais, j'ai plus de souvenirs exacts là-dessus, mais enfin, je me souviens, ça m'a un peu marqué, je me suis dit, ben là, il n'y a pas eu de pénalité, que ce soit en hit ou en finale, il n'y a pas de pénalité, et le mec dans la boue en plus, quand tu les vois passer un par un dans les whoops au ralenti, le nombre de personnes qui se mettent par terre dans les whoops, c'est un facteur énorme quoi là sur une course comme ça. Donc quand le mec déjà il y a 3 tours où il passe à côté, il y a peut-être sanction à avoir. Enfin bon, du coup on revient au temps et je pense que t'as gagné une seconde en passant à côté, peut-être qu'on la double parce que voilà, faut que ce soit une sanction et tu t'es économisé, etc. Donc peut-être du coup on te retire 2 secondes. Effectivement, si tu finis 2 secondes devant Aimas, il te prend la position, enfin genre 1 seconde 8. Alors que toi, tu as gagné 2, enfin, on part du principe que tu as gagné 1 seconde, on la double, ça te fait 2 secondes au total, et il prend la place. Parce que par contre, tu gagnes une demi-seconde et tu t'es économisé sur un tour, mais tu finis 20 secondes devant le mec qui est derrière toi. C'est pas logique qu'il te prenne la position. Et quoi qu'il arrive, même si tu n'avais pas fait cette erreur-là, tu n'aurais pas perdu la position. Après, je me mets aussi dans leur position et je vois l'idée derrière ça, l'idée de la sanction justement, et que non seulement tu te pénalises toi, tu marques moins de points, mais effectivement, tes concurrents, ceux contre qui tu te batailles, là c'est Aimas, mais s'il se bat contre Kitchen, Digan, tu les avantages eux aussi en fait dans l'autre sens. Donc ça rentre aussi dans la sanction où tes concurrents contre qui tu te bats et contre qui tu dois marquer le plus de points et eux leur en faire marquer le moins possible, c'est x2 quoi. Toi tu en perds et en plus tu en donnes à ceux contre qui tu te bats. Donc je pense que c'est peut-être un peu comme ça qu'ils réfléchissent et du coup ça se comprend.
Mais ouais, pas évident de les juger, les sanctions à avoir. Et puis parce que ouais, il y a quand même une partie de subjectivité où enfin, chaque situation est différente. Le mec, voilà, quand Smith, à mon avis, Smith, dans les Wolves, par exemple, il n'a pas fait d'effort pour ne pas sortir de la piste. Quand après, ça survient une fois dans la course et ouais, que tu fais l'effort, enfin voilà, il devrait faire l'effort, comme je dis, hein, de lever la main, montrer qu'ils ne veulent pas gagner de temps, que c'est pas volontaire, parce que je pense de toute façon que pour la plupart, ils connaissent les sanctions et c'est jamais volontaire de sortir de la piste. Mais quand tu sais que chaque année, tu as des pilotes qui vont te faire un post Instagram en râlant de comment a été jugée leur position, leurs sanctions, etc. Chaque année, ça arrive. Donc maintenant, tu l'as en tête, tu sors de la piste, fais pas le fou. Tu es sorti de la piste, lève la main, montre que. Voilà. Et au moins, tu es en règle, on pourra rien te reprocher. Et si là, on t'enlève des points, tu pourras aller râler sur Instagram, quoi. Après, c'était bien en fait que tu parles de Supercross, parce que c'est vrai que mon idée de juste utiliser des points, par exemple, ça marche pas si c'est une transgression dans une hit race en Supercross. Là, il n'y a pas de points qui sont distribués. Donc, tu es un peu obligé de fonctionner soit par temps, soit par position. Donc, peut-être qu'après, sinon, il faut des sanctions différentes pour les manches qui marquent pas de points, comme les hit race, les LCQ ou les consolantes en motocross. Parce que les consolantes en motocross, les 4 premiers accèdent aux manches. Et avoir des sanctions de points dans les manches qui marquent des points. Mais d'ailleurs, il me semble que le temps, les pénalités de temps, c'est ce qu'ils font, je crois, en F1. Et, Ouais. donc, qui est, je pense, quand même le sport motorisé numéro 1 au monde. Je crois que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et alors, en plus, en F1, doubler, c'est encore plus difficile. Alors, c'est peut-être justement que c'est encore plus difficile, je pense, que sur une piste de motocross qui résonne comme ça. Mais ouais. Pour finir sur les 250, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la journée de notre petit tome national en dehors du coup de cette pénalité et de cette sortie de piste, la performance? Un peu. Oh non, oh là t'es pas. Un peu en deçà de ses concurrents, quoi. Ah t'es déçu là, t'es déçu là. Un petit peu, parce qu'il y avait pas match ce week-end. Il est parti devant, il a fini derrière. Donc, en première manche. Là, c'est un raccourci que je fais de la première manche. Mister Brab, toujours très direct. Non, mais c'est ce qui s'est passé. Après, il avait dit, j'avais vu ses interviews, il avait dit que c'était pas une piste qu'il affectionnait particulièrement. Non, mais comme que beaucoup déjà de l'année pilotes dernière. aux États-Unis. Oui, mais c'est ce qu'il disait aussi, que beaucoup de pilotes le rejoindraient sûrement là-dessus. De ce que j'ai compris, Digan, à l'inverse, c'est la piste sur laquelle il a le plus roulé en tant qu'amateur. Enfin, il a grandi sur cette piste-là. Donc, ouais, il a grandi à 20 minutes de là. Donc, ouais. Donc voilà, moi je me souviens quand je roulais à Saint-Witt, je peux te dire que le nombre de tours que je faisais, je roulais aussi bien que les premiers. Je me souviens en 2019, quand je fais 5e de la Ligue, je roulais aussi bien que le premier à Saint-Witt. Dans les mêmes temps, dans la roue, il me distançait pas du tout. Dès qu'on allait sur un autre terrain, je prenais 2-3 secondes, quoi. Et d'ailleurs, ce week-end, première course de l'outdoor, mais si première course à Saint-Witt, je crois depuis toujours, t'aurais dû la faire. Tout à fait. Mais écoute, j'avais hésité, hein. J'avais regardé le calendrier, j'avais hésité à remonter. Après, c'est compliqué du sud de remonter juste pour une course en Ile-de-France. Quand il y a du boulot, tout ça, c'est compliqué après d'être là dès le lundi. Donc j'aime bien quand ça se fait en général sur un week-end où il peut y avoir des vacances derrière. C'est plus sympa, quoi. Je remonte pour le week-end et après, je suis pas pressé de redescendre. Là, c'est vrai qu'il n'y avait pas spécialement de vacances, donc compliqué de remonter juste pour un week-end. Mais ouais, j'aurais bien aimé parce que c'est un terrain, je pense que j'y ai roulé des années et des fois mercredi, samedi, dimanche, donc je le connais un peu par cœur et j'aurais bien aimé y rouler, surtout pour la première course parce que moi, quand j'étais licencié là-bas, j'attendais que ça, qu'il y ait une course là-bas, mais à chaque fois la Ligue, non, on peut pas, c'est trop petit, machin. Visiblement, ça s'est passé. Puis j'ai vu vite fait des petits retours sur Facebook, il n'y a pas eu de drame sur le fait que ce soit serré, etc. Ça a l'air de s'être bien passé. Ceci étant dit, du coup, on parlait de quoi là? Ouais, de Tom. Ouais, Tom, la performance, qui est parti devant et a fini derrière. Ouais. Donc bon, dès le départ, je pense qu'il n'était pas dans une posture. Après, quand il a fait le shot, je pense qu'il s'est dit, je suis devant, maintenant on y va. Hein. Il s'est pas dit, ouais, mais là, faut compliquer le terrain, machin. Je pense qu'il était dans sa tête, on y va et tout. Et c'est vrai qu'il avait Kitchen et Digan là, qui étaient au taquet derrière. Et pareil, Kitchen très agressif. Enfin, moi, déjà, c'était la première réflexion que je me suis faite en regardant les courses et que je me suis dit, c'est la première chose que je dirais sur le podcast. Donc là, ça fait un petit moment, je ne l'ai toujours pas dit, donc je le dis maintenant. C'est que ça roule quand même. Ça va vite. Ça va vite. Là, je me suis dit, je sais pas si c'est que la piste, elle n'est pas trop défoncée comparée peut-être. Je sais pas, je m'étais fait la réflexion, c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant.
ou même avant ça, du coup, 23, 22, 21, l'année où Ferrandis il gagne le titre. Je crois que l'ouverture là, mais la piste, et même Ferrandis il avait dit, mais ouah, ça faisait des années que j'avais pas roulé sur un terrain détruit comme ça, avec des ornières, mais énormes, quoi, monstrueuses. Même je me souviens, après le saut d'arrivée, justement, ça faisait un saut où ils sautaient directement dans l'ornière pour certains, là, les plus chauds d'entre eux. Ils sautaient directement, et ils sautaient dans l'ornière, mais l'ornière, elle était énorme, quoi. Elle leur arrivait jusqu'au-dessus de la botte. C'était un truc de ouf, quoi. Fallait pas la rater, parce que sinon, t'étais par terre direct. Et là, ça m'avait l'air un peu plus lisse, un peu moins creusé. Ouais. Et donc peut-être un peu plus roulant, mais c'est vrai, quoi, je regardais les mecs quand ils arrivent dedans, c'est ouf, quoi. Tu te dis, mais comment ils ont ce grip là, justement, ils sont pas dans une ornière bien creusée, c'est un peu toujours une texture un peu sablonneuse comme ça aux States. Et des mecs, ils passent dans les virages à fond, quoi. C'est ouf. Ouais, et faut savoir qu'ils avaient tous le pneu sable. Ils en ont parlé aussi en conférence de presse. Et alors j'ai pas son nom, mais le mec du podcast Gypsy Tales, le podcast australien, qui leur demandait justement s'ils pensaient que ce serait bien que ce soit réglementé, parce qu'en fait tout le monde prend le pneu sable pour le départ là-bas, parce que la piste était bien préparée, et je pense que le fait qu'il fasse moins chaud, ça leur a permis de peut-être mieux travailler dessus aussi, et de garder plus d'humidité dedans. Et donc c'est vrai que ça avait l'air moins défoncé, mais donc ils griffent toujours très profondément le départ, et donc ils ont tous mis le pneu sable pour le départ, et ils disaient que par contre le pneu sable il marche pas du tout sur le reste de la piste, parce que bon, quand tu es sur l'angle, sur de la terre un peu dure et tout, ça fonctionne pas très bien, même si Marvin semblait dire que bon, le nouveau pneu sable il est quand même pas mal, ça restait pas le meilleur pneu pour ce genre de piste, mais ils le prennent tous pour le départ, parce que si tu en as un qui le prend, enfin, personne veut laisser tomber cet avantage de partir devant, quoi. Donc il leur demandait s'ils pensaient que ça devrait être réglementé, comme dans d'autres sports mécaniques où c'est le cas, et que par exemple sur des pistes comme Fox Raceway, le pneu sable soit interdit, pour que tout le monde parte avec un pneu autre, et que du coup ils aient le pneu le plus adapté. Parce que ce que Diane semblait dire quand il répondait à cette question, c'est aussi qu'au final, rouler avec un pneu sable sur une piste comme celle de Fox Raceway, c'est pas non plus le truc le plus safe que tu puisses faire. Ouais, mais après, c'est un choix aussi. Enfin, ça fait partie des choix tactiques, justement. Est-ce que tu privilégies pour le départ, parce que tu sais que tu as un départ qui est très creusé, ou est-ce que tu privilégies, tu te dis, je vais faire de mon mieux au départ avec mon pneu terre, mais je sais que tout le long de la manche, quand même 30 à 35 minutes, j'aurai le pneu le plus adapté à la piste. C'est un choix à faire, et donc que ce soit réglementé, moi, non, je pense pas, justement. C'est eux qui font tout ce choix de partir avec un pneu sable, et à la fois, si justement personne faisait le choix, je pense que du coup, il n'y en aurait pas un ou deux qui se diraient, allez, je privilégie pour partir devant, parce que ils seraient tous, tu vois, sur un pied d'égalité avec le pneu terre. C'est juste qu'ils ont vu, je sais pas, justement, Muscat il parlait une fois Osborne, je crois, qui avait mis ce pneu sable justement, et qui leur avait mis un all shot à tout le monde, genre 2 motos d'avance. Donc moi j'ai pas du tout la rêve de quel départ il parle, et que c'est un peu là où ils se sont dit, on va tous mettre le pneu sable aussi. Mais enfin, j'ai pas souvenir d'Eve qui a réagi là-dessus, mais lui qui est pas du tout, faut arrêter, enfin lui qui est à fond, faut arrêter avec les départs, etc. À un moment donné, si t'es meilleur, tu peux partir 5 ou 10, ça t'empêchera pas de gagner. Là, je rejoins un peu le truc. Je suis pas persuadé que le fait de ne pas avoir le pneu sable, ça t'empêche vraiment de sortir dans les 10. Et si à un moment donné, ça te permet vraiment d'être plus en sécurité, plus à l'aise et d'être plus rapide sur la totalité de la piste quand tu as ensuite ton pneu terre. Mais c'est juste que je pense que la différence entre avoir le pneu terre et le pneu sable sur le reste de la piste, c'est qu'au final, c'est pas le truc le plus safe et le truc le plus optimal de rouler avec le pneu sable sur cette piste-là. Mais ça n'empêche qu'au final, ça marche quand même très bien. Ça marche peut-être à 95%. Et donc, il vaut mieux faire un all shot et avoir un pneu qui fonctionne à 95% que d'avoir un pneu qui marche à 99%. Parce que bon, c'est toujours perfectible, on peut toujours faire mieux. D'avoir un pneu qui marche à 99%, mais partir 10 ou 15. Donc après, c'est à eux de juger, et moi je trouve ça très bien, non, que ce soit pas réglementé, et que justement que les mecs ils fassent leur choix tactique aussi là-dessus, qui partent déjà tous sur une grille au départ. Ça c'est bien pour le coup, c'est que effectivement ça avantage personne, ils ont tous le même grip au départ, mais tu vois c'est pareil, genre faudrait pas mettre une grille juste après ça fait partie du choix aussi. T'as été plus rapide aux essais, tu bénéficies de te placer plutôt dans l'intérieur ou plutôt dans l'extérieur. Enfin voilà, le placement sur la largeur de la grille de départ, ok. Mais tu as aussi le choix de prendre la trace qui derrière est la plus, elle a mieux quoi. Et donc dans ces cas-là, si tu supprimes tout ça, tu supprimes la trace qu'il y a derrière la grille, tu supprimes la grille qu'il y a derrière la grille de départ, et que tu les mets tous sur un pied d'égalité, et qu'au final celui qui fait le meilleur chrono,
il a le seul choix de se placer soit dans l'intérieur, soit plus ou moins dans l'extérieur, tu vois, bah dans ces cas-là, on fait plus de chrono, quoi. Enfin, ça vaut plus tant le coup de ça que de faire la pole, tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'il faut garder ça où, bah ouais, il faut s'arracher pour avoir un bon temps pour pouvoir choisir sa place en premier et du coup, bah, choisir la trace la plus adaptée, celle qui te convient le mieux. Donc, moi, je suis pas persuadé qu'il faille mettre un truc. Et puis, justement, celui qui est plus à l'aise, qui se sent mieux avec son pneu sable, même sur la totalité de la piste. Donc, visiblement, ils se retrouvent tous à dire que le pneu sable, non, sur le reste de la piste, c'est pas ce qui convient. Bah, s'il y en a un qui, au final, s'y sent mieux et qui sent qu'il a plus de traction pour envoyer un gros saut ou j'en sais rien, bah voilà, peut-être que Jet, le passage qu'il faisait là sur le Dragon Back, là, justement, le dôme, là, bah, peut-être que son truc là, comme ça, il n'aurait pas eu assez de traction avec un pneu terre pour pouvoir passer au-dessus aussi. Donc là, peut-être que dans ce sens, ici, il gagnait 1 ou 2 dixièmes grâce à son pneu sable. Bon, qu'il reperdait peut-être ailleurs, mais enfin bon, là, on part sur des dixièmes et non, c'est bien, je trouve qu'ils aient ce choix tactique là de choisir leur pneu, quoi. Ouais, au final, le fait que, enfin, vu qu'ils font tous le même choix, il n'y a plus tellement de choix tactiques, tu vois. C'est un petit peu au coup de bluff, mais dès que tu vas en voir un le faire, tu vas. Puis c'est surtout que, du coup, maintenant, c'est un peu ancré, tout le monde fait ses départs avec, enfin, prend le pneu sale parce qu'ils veulent pas être. C'est même pas pour être avantagé, c'est pour ne pas être désavantagé. Mais du coup, tu vois, si t'es Vial ou Kitchen ou Digan, un de ces trois-là qui dit. Non, aujourd'hui, je pense que je vais mettre mon pneu terre et tant pis si je perds sur le départ et j'essaierai de rattraper sur le reste. Le truc, c'est que vu que les 39 autres mecs, ils ont un pneu sable et que du coup, ils sont a priori avantagés pour le départ, bon, ok, t'en as qui ont des motos qui avancent pas et tout, et toi, t'es sur une moto d'usine, tu vas quand même mieux sortir, puis t'es un meilleur pilote. Mais bon, on parle pas de sortir 6 ou 7, tu vois, et déjà 6 ou 7, quand t'es derrière des bons pilotes, c'est dur à remonter sur 30 minutes. Tu vas prendre des projections, tu vas utiliser des tir-off, tu vas te fatiguer, tu vas pas pouvoir prendre tes traces. Mais en plus, là, tu vois, si du coup tu te dis que tu vas partir entre 12 et 18 à cause de ton pneu, bah personne va prendre le risque, quoi. Ouais, mais enfin, tu vois, ça DB, il le disait, quand Villopoto il est arrivé et qu'il a commencé à tout gagner en prenant des virages au frein arrière, en glissant et tout dedans, bah fallait prendre le virage comme ça. Maintenant que Jet il arrive, qu'il a un style plus coulé, bah il faut prendre le virage comme ça. Et c'est un peu des modes comme ça qui se ramènent. Donc ça reste un choix tactique. Après, ils ont tous, et après ça on l'a tous, hein, moi c'est pareil, genre tu es sur une trajectoire, tu as du mal à aller prendre l'ornière de derrière parce que tu as peur de perdre du temps, etc. Bah voilà, là c'est pareil, tu as peur d'être audacieux et de tenter de. Mais des fois ils le font, enfin tu vois, quand ils changent complètement de châssis, bah j'ai essayé un truc, ça me convient pas, bah boum, c'est un peu être audacieux, se dire bah j'essaie un châssis complètement nouveau, sauf que ça ils le gardent en secret, ils le gardent pour eux, ils essaient des trucs en interne, alors que le pneu, bah le pneu on le voit, hein, si tu as mis le pneu sable ou le pneu terre. Ouais. Et les mecs ils ont chaud un peu d'essayer le pneu terre, mais si ça leur permet d'être bien meilleur après sur le reste de la piste, je pense que moi, ils jaugent. S'ils voient que le pneu sable, ils s'en sortent quand même très bien. Et puis, enfin, après, moi, effectivement, de mon œil d'amateur, quand tu les vois rouler, moi, je trouvais que ça allait très vite. Donc, je me dis, est-ce qu'ils seraient allés encore plus vite avec un pneu terre? Ils se seraient peut-être sentis plus en sécurité pour rentrer plus fort dans les virages, etc. Pourquoi pas? Mais est-ce que, du coup, justement, cette différence, elle serait significative? Je pense pas. Sinon, il y en aurait bien un, du coup, qui se dirait, bah, je tente le pneu terre, j'essaie de bien sortir au départ avec mon pneu terre. Surtout si tu fais un bon chrono et que tu te places dans l'intérieur, on a vu que quand tu te plaçais dans l'intérieur, même si tu sortais pas super bien, en virant court, tu arrivais à te retrouver quand même assez facilement dans les 10. Parce que je trouve que ce virage, justement, quand il rentrait fort dedans, et ça s'écartait quand même beaucoup derrière. Donc ça laissait pas mal de place dans l'intérieur pour celui qui serait pas super bien sorti, pour se faufiler dans l'intérieur, prendre l'extérieur derrière et être dans les 10 au départ. Et si c'est miraculeux d'avoir le pneu terre sur cette piste-là, parce que c'est vraiment ce qui fonctionne, bah, en étant 10 avec ton pneu terre, du coup, ça va le faire. Mais je pense qu'il n'y a personne à ce niveau-là qui, le pneu terre, va complètement changer leur façon de rouler et du coup leur permettre de mettre 2 secondes à la concurrence par tour. Ouais, mais bon, après aussi, si tu pars moins bien, tu prends le risque d'être Anderson et de tomber au départ aussi, d'être pris dans un accrochage. C'est aussi le truc qui fait peur. Mais ok, moi, pour revenir à Tom, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Bon, effectivement, il a pas réussi à tenir Kitchen et Digan sur la première manche, mais bon, comme dit DV, moralement, il est troisième, même si après, il y a eu des pénalités qui ont été affligées. Non, j'ai trouvé que c'était bien, sachant que lui a gagné le titre de SX, ce qui n'est pas le cas des deux autres, donc on a déjà vu par le passé que parfois les pilotes qui gagnent le SX, quand ils arrivent sur les premières épreuves d'outdoor, ils ont un peu du mal à se mettre dedans,
tu as du mal à avoir faim comme quelqu'un qui a perdu, quoi. Surtout que toi, tu as quand même atteint un objectif qui faisait partie des objectifs les plus importants de ta carrière. Donc je pense que bon, c'est dommage pour la pénalité parce qu'il a quand même perdu quelques points là-dessus. A priori, il est 12 points derrière Digan. Ce qui fait mal, surtout, c'est que Digan il fait 1-1 et qu'il en marque 50 d'un coup. Mais en fait, je vois encore une marge de progression possible pour Tom. Et du coup, c'est sûr que j'aurais aimé le voir plus proche, mais je suis pas trop inquiet pour la suite. Ouais, après moi du coup, ouais, je me suis vachement écarté dans ce que je disais là par rapport à ça, mais alors, la grande ligne, c'est il est parti devant, il a fini derrière, mais c'est sûr que c'est pas mal, enfin, finir 3, ça reste pas mal, il marque des points, etc. Mais là, on voyait qu'il n'était pas à leur niveau, il en manquait. Après, effectivement, c'est la première, enfin, c'est comme à Anaheim, les mecs, ils disent tous, bon, après, c'est ce qu'ils disent, hein, on est content de revenir, de sortir de là en bonne santé, d'avoir fait la première, le stress de la première qui part, etc. Et là, c'est bon, la saison elle est lancée, donc je suis pas spécialement inquiet pour la suite. Je l'ai pas trouvé non plus à la rue, et effectivement, je trouve qu'il y avait quand même aussi un meilleur pilotage que l'année dernière. Tu le sens plus en confiance et envie d'attaquer, quoi. DV Musquin, il le disait aussi, que tu voyais des scrubs que tu voyais pas l'année dernière. Ça, c'est vrai que l'année dernière, tu voyais tout le temps sauter droit. Là, tu as vu un peu d'agressivité. Donc, pas encore au niveau de Kitchen et de Digan, mais moi, c'est Kitchen qui m'a marqué un peu les premiers tours, là, quand il était derrière Vial. La moto, il te la mettait dans tous les sens comme ça. Et puis, toujours sur l'arrière, il me fait un peu penser aussi à De Wolf en MX2, là. Ouais. Un peu sur l'arrière, un peu la même, la même carrure, quoi. Ouais, la même posture, la même carrure sur la moto, donc le même gabarit. Et assez, ouais, aller chercher la traction sans arrêt sur l'arrière, et il la mettait dans tous les sens, ça c'était assez impressionnant. Je me suis dit, ouais, la Kitchen, il a la dalle, quoi. Et ouais, Vial, on le voit déjà un peu plus mobile, à l'aise sur la moto. Enfin, ça semble, hein, d'extérieur, quand tu vois quelqu'un plus bouger, envoyer des scrubs et tout, tu te dis, bah, il est plus à l'aise, quoi. Donc ça, c'est plus sympa. Mais après, moi, je pense quand même qu'il n'est pas favori sur le titre. Après, il n'était pas spécialement non plus en Supercross, il a quand même fini par le gagner, hein. Donc je dis pas qu'il n'a pas ses chances de gagner le titre, évidemment qu'il les a. Mais je pense que sur le papier, ouais, on a un Digan qui, il le disait lui-même, hein, il a grandi sur des terrains de motocross et qu'il reste. Alors DV dit ça de Vial, que c'est un pilote de motocross qui fait du supercross. Il disait pareil de Ferrandis, c'est un pilote de motocross qui fait du supercross où leur spécialité reste le motocross. Bah, je pense qu'un Digan aussi, et c'est vrai qu'en Supercross, tu as du mal à dire que c'est pas sa spécialité non plus parce qu'il est quand même bon, à l'aise, il fait quand même des belles choses. Mais ouais, c'est vrai qu'en motocross, c'est aussi son jargon. Et moi, je me rappelle des vidéos en 85, déjà petit, où il faisait des trucs de fou en motocross, la moto toujours à fond. Donc ouais, et puis il a la dalle. Il a la dalle de le gagner. Là, on avait dit aussi qu'il n'y a pas cette règle, s'il peut en gagner 36 des championnats de 250, il n'est pas forcé de monter en 450 en motocross. Ouais. Donc là, c'est pareil, il y a des sous à faire, il y a un titre à gagner. Il n'y a aucune raison de se dire, bah, tranquille, il me reste des années. Non, là, il le veut, le titre, et à mon avis, ouais, il va y aller pour. Et j'espère juste, ouais, que Vial va pouvoir hausser un petit peu le niveau pour qu'on ait une petite bataille entre les trois. Là, ça pourrait être vraiment sympa que ça se tire la bourre. Ouais. Après, je pense qu'on va peut-être avoir des pistes un peu plus techniques et qui, historiquement, ont vu plus de succès européen que celle-ci où Vial va être mieux. Tu vois, je pense à des pistes comme High Point ou Southwick et Unadilla aussi, où les Européens généralement performent bien, où il y a beaucoup d'ornières et tout ça. Et qui seront un peu plus, où il faudra rouler peut-être un peu plus finement qu'à bloc, parce que au final, là, oui, même si c'est plus défoncé, c'est un national et tout, ça reste un petit peu la configuration d'une piste d'entraînement qu'ils ont, les Américains, où ils se mettent à l'extérieur, la moto au rupteur, et ils enquillent comme ça tout le terrain, quoi. Mais c'est ça rejoint ce que je disais au début, que c'était quand même relativement plat cette fois-ci, ça me semblait pas très défoncé de l'extérieur, là, à la télé. Et ouais, les extérieurs à bloc et tout, moi, c'est ce que je disais aussi dans des podcasts, je sais pas comment ils font, les Ricains, quand tu les vois s'entraîner. Ils s'entraînent soit chez eux, soit justement sur les terrains qu'on voit là sur l'outdoor. Mais à chaque fois, les pistes, elles sont lisses. Ils prennent des extérieurs à bloc, là, tu vois les vidéos, à chaque fois, ils prennent des extérieurs à bloc. Mais c'est tout lisse, tout hop, t'as jamais une ornière bien profonde, creusée par des trous, par les peintres qui font de l'embrayage comme ça et qui te font sauter la moto, des trucs comme ça. Et là, pour le coup, je trouve qu'on retrouvait un peu plus cette piste-là, pas trop RC profond, pas trop de grosses ornières, où tu pouvais aller chercher des extérieurs. Là, il était magnifique cet extérieur avant le saut d'arrivée que Sexton faisait.
Ferrandis l'a pris pas mal aussi. Et c'est vrai que DV et Musquin, ils en parlaient là, ils disaient mais je comprends pas que les mecs, du coup, ils le fassent pas. Ils ont les télés, ils ont tout, et qu'après ils le fassent pas. Alors que c'est vrai que n'importe qui dans son canapé, qui connaît rien à la moto, tu vois bien entre l'intérieur et l'extérieur lequel va plus vite. Tu voyais très bien que Sexton il remontait de fou sur Jet à cet endroit-là, que ça gagnait quoi ici de prendre cet extérieur tout lisse, tout plat, tout fluide. Et il n'y en a pas un seul qui, effectivement, en 250, enfin, tu aurais dû tous les voir passer là-dedans après quoi. Après, pour le coup, à la télé, ça se voyait surtout en deuxième manche. En première manche, on voit pas trop Sexton revenir sur le Jet. Mais je pense que c'est aussi beaucoup de ce que disait James pendant les commentaires, c'est que quand tu roules, tu black out, tu sais. Quand tu vois le truc, tu te dis, eh oui, enfin, ah ouais, ici, il faudra que je le tente l'extérieur. Puis tu fais ton tour de chauffe, et peut-être que tu y penses, ou peut-être que déjà là, tu n'y penses plus. Puis après, quand tu es sur le premier tour à fond de la manche, soit tu es premier et tu te dis, je vais à l'intérieur, parce que si je vais à l'extérieur, je risque de me faire prendre par le 4 derrière. Soit tu es deuxième, et là, c'est le même coup. En fait, les pilotes, ils sont vachement toujours la même mentalité que, tu vois, la même mentalité qui les pousse à prendre le pneu sale parce qu'ils veulent pas être désavantagés. C'est j'ai peur d'aller à l'extérieur et que ça me coûte. Donc je préfère rester dans la même trace que le mec de devant et essayer de le rapprocher comme ça. Et vraiment, quand il faudra doubler, à la limite, je change de trace. Mais ils osent pas trop. Ça, non, parce qu'un dépassement, ça se planifie, quoi, ça se prévoit. Et en plus, tu sais, bah, toujours peut-être quand tu arrives après le saut et que tu vois ce grand virage où l'extérieur est quand même loin, même si tu as une bosse à l'intérieur, instinctivement, peut-être que tu te disais pas, l'extérieur, il est lisse, il y a du grip, on peut y aller à fond et ça rattrape. Et peut-être que du coup, tu te dis, bah non, je vais prendre le chemin le plus court et aller à l'intérieur et sur la bosse. Mais oui, c'est clair que. Ou après, il faudrait que les mecs ils lisent le panneau et que sur le panneau, on leur dit extérieur avant l'arrivée, tu vois. Mais c'est ça, c'est que des fois, ils le disent justement sur ils connaissent les secteurs, les gars, ils se parlent comme ça. Enfin, c'est déjà, ça arrive plein de fois que sur le panneau, ils te mettent à un endroit. Et là, je pense que c'était flagrant quand même. Alors, je sais pas si c'est l'angle de vue à la télé qui rendait ça flagrant. Visiblement, DV et Musquin, ils voyaient ça flagrant aussi, eux, ils étaient sur place. Donc, c'est que ça gagnait vraiment. Donc là, ça vaut peut-être le coup à un tour de le mettre justement sur le panneau au lieu de mettre le temps d'écart qui est plus ou moins similaire quand ils étaient 1 et 2. Enfin, voilà. Bah, peut-être le mettre un coup sur le panneau à son pilote pour qu'ils aillent le tester et le chercher parce que mais après même si tu lis sur le panneau, tu sais comment c'est quand tu roules, des fois tu regardes pas assez loin devant, donc tu es concentré sur tes trous et aller prendre l'ornière au freinage et tout, et quand tu y penses tu dis et l'extérieur, ah bah non je suis déjà parti pour prendre l'intérieur, en fait j'ai pris ma même trace que d'habitude à chaque fois. Les purées, ils sont payés des millions pour aller tenter cet extérieur là, c'est pas les pilotes du dimanche matin eux quoi, allez-y, oui nous on regarde le garde-boue, on prend la même ornière tout le temps parce que on sait pas prendre une ornière qui serait différente. C'est bon là, ils ont justement l'habitude de ces extérieurs tout lisses comme ça, les ricains là c'est ce qu'ils prennent et il faut que ce soit Ferrandis qui le fasse quoi. C'est vrai. Bon bah écoute, c'est tout je pense pour les 250. Encore une fois, merci à tous de nous suivre sur le Brave Show avec MGT Design. N'hésitez pas à le contacter sur Instagram @mgtdesign_mx pour vos kits déco 200% perso. On va attaquer les 450 et donc on va reprendre à nouveau la journée dans l'ordre chronologique. Jet, 1 seconde 2 plus rapide que Sexton aux essais. Sexton qui était deuxième. Et j'imagine que tu as vu le petit accrochage avec Wilson en l'air à la toute fin des essais. Donc tu vois, c'est le genre de choses dont je parlais quand je te disais que moi je mettais moins de 50% de chance d'un 22-0 encore cette année pour Jet. C'est que tu peux avoir un Wilson qui se rate sur un saut aux essais et qui va accrocher Jet. Enfin, là, on n'est pas passé loin de championnat terminé pour Jet quand même. Ça aurait aucun des deux pilotes tombé, mais franchement, c'était chaud. T'es pas à l'abri d'un guignol qui devait prendre sa retraite et puis qui s'est dit je vais me faire chier ce week-end, je vais aller faire une petite course, je vais aller emmerder les gars là, je vais aller bouchonner, voilà, je sais pas quoi faire, je vais aller bouchonner, je vais prendre un chèque et ben voilà, merci Dino. Et surtout marquer des points pour le SMX. Tout mon respect pour Dino, bah ouais mais enfin qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut là? Je comprends pas moi, on lui a prêté une moto, il l'avait dans le garage, il s'est dit bon je vais aller lui mettre des heures. Non, c'est que a priori il a envoyé un SMS à Steve Mattes du Pulp MX Show, je sais pas, après le Supercross, en lui demandant le dernier qualifié directement pour le SMX, il avait combien de points l'année dernière. Et donc je crois que c'était 90, non ça devait être plus que 90, mais bref, il lui a dit, donc par rapport à l'année dernière, il t'en manque un petit peu en tout cas, Dean. Et du coup, a priori, Dean il s'est dit, bon bah je vais faire au moins quelques
quelques motocross pour sécuriser ma place pour les 3 épreuves de la fin d'année, quoi, le championnat super motocross. A priori, c'est ça Il a l'histoire. encore mangé un chèque, le fou. Quoi. Bah, et avant de partir à la retraite, ce serait bien d'avoir de quoi manger, quoi. De quoi Ouais, il veut pas négocier sa rupture conventionnelle. Non, des fois. Je crois pas que ce soit le plan. Non, mais ouais, oui, effectivement. Non, c'est vrai que. Enfin, on en avait parlé, tous les facteurs que tu as à en prendre en compte, les autres pilotes, toi, la piste, la moto, donc quel problème mécanique potentiel. Un caillou de la taille d'un ballon de basket sur la piste au press day. Ou alors un commissaire qui n'est pas au niveau d'une butte où il y a 3 pilotes par terre derrière. Attends, mais moi j'ai une question par contre sur ce caillou de la taille d'un ballon de basket. Et il l'a pris en roulant ou c'est une projection? J'ai pas compris. Là. Non, il l'a pris en route, il l'a percuté en roulant. Ah, donc dans un virage, il l'a. Ouais, je sais pas. A priori, c'était sur la piste. Tu sais, peut-être que c'était un petit peu dans le sol et que ça s'est, à force de passer dessus, ça s'est révélé, je sais pas. Mais a priori, mais il est tombé dessus? Non, parce que c'est même pas en tombant. Non, je pense qu'il a tapé la pierre et que ça l'a éjecté et fait tomber en fait. Et là, il s'est fait mal au pouce, au poignet. Il a dit que c'était le poignet. Ouais, je crois que c'est le poignet, qui mérite opération et tout en plus, visiblement, c'est pas. Ouais, c'est bon. Championnat terminé. Ouais, bon, bah en tout cas, Jet quand même 24-0 pour l'instant qui égale Monsieur James Stewart sur la plus longue série de victoires d'affilée. Donc, ouais, non, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et je sais plus combien. Ouais, j'avais donné 80% quand même. Bah, je pense que. Ouais, non, bah, dans les 80%, en vrai, non, tu vois, je retrouverai pas la baisse parce que les 20% qui manquent, c'est ça en fait. C'est même pas lui son niveau du coup, c'est juste les éléments perturbateurs et la mécanique, quoi, qui, même si la Honda c'est du costaud, c'est du solide quand même. Non, je rigole, j'en sais rien. Et pour la chute de Marchbanks au Press Day, est-ce que tu sais un petit peu ce qui s'est passé? Bah, j'ai vu la vidéo, quoi, qu'il y a deux mecs qui se sont entassés derrière et que lui, il a sauté derrière, il a atterri dessus, là. Mais du coup, il n'y avait pas de commissaire sur la petite butte. Parce que a priori, pendant le press day, il y avait des personnels de différents types qui étaient à l'endroit de cette butte. Il y avait le commissaire également. Il y avait un petit peu trop de monde. Et du coup, ils ont dit a priori au micro, bon, toutes les personnes qui ne sont pas du personnel de MX Sports, qui est l'organisateur du championnat pro motocross, toutes les personnes qui ne sont pas du personnel de MX Sports, s'il vous plaît, éloignez-vous de la piste, surtout à cet endroit-là. Et le commissaire n'a pas trop compris et s'est dit, bah moi je suis pas employé MX Sports, du coup j'imagine que je dois m'en aller aussi, quoi. Du coup le commissaire a quitté son poste et il y a eu des chutes derrière la butte et personne pour mettre un drapeau ou quoi, avant que Marchbanks vienne s'empaler sur les motos, quoi. C'est pas des bénévoles aux States, les commissaires? Alors au Press Day, je crois que c'est des bénévoles qui ont l'habitude de faire commissaire sur la piste. Je ne sais pas s'ils en ont parfois à l'entraînement ou sinon sur les courses locales, quoi, amateurs. Donc, c'était pas les mêmes commissaires que le jour de la course. Parce que le jour de la course, a priori, ce sont des commissaires, si j'ai bien compris, ce sont des commissaires employés par la fédération. Et là, au Press Day, c'était des bénévoles qui officient sur le terrain de Fox Raceway habituellement, quoi. Ouais, non, parce que c'est. Enfin, ils font partie du truc et c'est toujours embêtant. Enfin voilà, blessure, il passe à côté de son championnat outdoor parce que t'as un guignol qui comprend rien de ce qu'on lui dit, quoi. Donc enfin ça fout les boules, quoi. On a besoin d'eux, ils sont importants, donc peut-être que les pilotes devraient les remercier un peu plus dans leur post Instagram pour leur donner un peu plus de crédit parce que c'est vrai qu'ils sont importants. La preuve, c'est que quand t'as des endroits comme ça où tu vois pas. Il doit être là et il doit même limite aller sur la piste, limite au milieu, quoi. Et voilà, c'est vrai que surtout sur un press day, les commissaires ils prennent souvent cher parce que bon, il y en a quand même beaucoup qui font pas super bien leur boulot, mais c'est vrai que on remercie rarement les commissaires qui le font bien, qui mettent un drapeau jaune et qui se situent correctement pour bien sécuriser sur la piste, ou qui mettent bien les drapeaux bleus ou tout ça, quoi. C'est vrai que c'est vrai. Donc c'est vrai qu'on se plaint, de toute façon après c'est la mentalité de base, hein, c'est tu te plains quand ça va pas, quand c'est négatif tu l'entends, mais c'est vrai que le positif c'est toujours un peu plus dur. Quand ça roule, que c'est bien, c'est dur, enfin c'est dur, on pense pas forcément à dire ah bah les gars ça roule, c'est bien, quoi, merci. Et c'est vrai qu'il faudrait faire un peu plus, mais et ben on va en profiter. Petit message à tous les bons commissaires qu'on a pu croiser sur les pistes professionnelles
et amateurs. Merci Donc à on vous. s'adresse à 2 ou 3 d'entre vous. Non, c'est pas vrai, mais merci à vous. Et puis c'est vrai que, enfin, c'est déjà arrivé que maman elle me dise, bah, tu veux pas aller faire commissaire avec Olivier à telle course ou telle course. Et même pour 40 balles, si je vais à la course, je préfère la regarder plutôt que. Enfin, quand t'es commissaire, t'as un rôle, tu vois. Ben, c'est ça, c'est dur. Tu peux C'est pas qu'il y en a- regarder la course, tu dois regarder ta section Voilà. et vraiment la sécuriser. Je pense quoi. qu'il y en a qui y vont et en se disant ah ouais cool, je profite du truc, en plus je suis indemnisé pour y aller, donc trop bien, je suis indemnisé pour aller sur un terrain de cross et tout, genre le kiff. Bah ouais, mais t'as un rôle, tu dois regarder ta partie, tu dois pas regarder la bataille des deux premiers qui se tirent la bourre et tout, même si c'est super intéressant à regarder, toi tu dois gérer ta partie Ouais. et tu fais pleinement partie de la sécurité des pilotes, quoi. Donc c'est un rôle important en vrai. Jet Lawrence, toi, tu restes sur ton 80% de chance de refaire 22-0 cette année, Ouais, honnêtement, je pense. après ce que tu as vu. En fait, je pense qu'il va pas le refaire. Moi, je pense qu'il va. Mais encore une fois, j'ai du mal à te dire si c'est vraiment ce que j'ai envie de voir ou objectivement, en prenant toutes les circonstances en compte, est-ce qu'il va le refaire. Mais moi, je pense pas parce que Sexton, je te dis, je m'étais habillé sur lui et je trouve que ce week-end, il a prouvé qu'il avait la vitesse, qu'il était bien en outdoor avec sa moto. Donc, moi, j'attends juste de le voir partir avec lui devant. Mais encore une fois, il y a toujours cet inconnu de Jet. À combien de pourcents il roule, là, en fait, à chaque fois, tu vois. C'est que, oui, il est venu se faire titiller par son frère, mais tu vois, son frère, j'ai un peu l'impression que il n'est pas inquiet quand c'est son frère qui est derrière. C'est que c'est son frère, déjà, ils vont pas aller... Enfin, c'est pas Anderson qui est derrière, donc il n'y a pas de risque. Faut que le mec, je lui mette une distance. On se dépassera clean, lui et moi, tu vois. Donc c'est s'il est plus rapide qu'il me doublera. S'il est pas plus rapide, en gros, il me doublera pas, quoi. Ou alors s'il me redouble, je pourrai le reprendre après. Enfin voilà. Donc je pense qu'il est pas inquiet quand c'est son frère qui est derrière. Et maintenant, je pense que toujours, il roule pas à 100% là. Et donc lui de l'intérieur, je sais pas s'il a été inquiété une seule fois, même quand Sexton il revenait dans les derniers tours. Je sais pas si lui s'est senti inquiété de Sexton qui était derrière. Et par contre, je pense que Sexton, derrière, lui, pour le coup, on se rapproche des 100%. Donc après, dans l'envie et dans le roulage tel qu'il roulait là, il se donnait à fond. Ça ne veut pas dire qu'il a atteint le sommet de sa vitesse et qu'il ne peut plus progresser d'ici la fin de l'année. Ça, moi, je pense qu'il va encore bosser parce que c'est un bosseur et qu'il va encore grappiller des dixièmes de seconde en vitesse. Mais ouais, j'aimerais beaucoup voir Sexton partir vraiment avec Jet roue dans roue et je pense qu'il peut lui en voler quelques-unes, quoi. Au moins une. Ok, moi j'avoue que donc j'avais dit juste en dessous de 50%, je crois, pendant l'épisode de preview. Et moi, après avoir vu la course ce week-end, je pense pas effectivement que Jet refasse 22-0. Je pense que. Alors, il n'était pas à 100% de son potentiel ce week-end, mais il a dit qu'il n'était pas à l'aise avec la moto. Et à mon avis, ce qu'il a montré, c'était le max qu'il pouvait faire ce jour-là, en tout cas. Tu vois. Et j'ai trouvé Sexton en deuxième manche hyper à l'aise. J'étais impressionné de voir des fois sur des freinages, changement de trajectoire pour aller choisir une ornière et tout. Genre, il vire 3 ornières plus à l'intérieur que ce qu'il faisait. Et je me suis dit, mais waouh, il avait l'air vraiment hyper à l'aise. Et c'est que sa première course outdoor sur la KTM. Donc je pense que Sexton, ça va progresser aussi. Et même Hunter, Hunter, je pense, il dit qu'une fois qu'il s'est fait doubler par Sexton, il savait qu'il n'arriverait pas à le reprendre et qu'il a voulu assurer sa 3e place. À mon avis, il en manque un petit peu physiquement, surtout pour rouler au rythme auquel il a roulé au début de la 2e manche. C'était la 2e manche, il a roulé super fort les 15 premières minutes, mais bon, après, il a pris 30 secondes en 10 minutes, quoi, à la fin par les 2 premiers. Ouais. Donc je pense que c'est pas juste qu'il l'a joué safe et qu'à mon avis, il y a eu un petit coup de fatigue. Mais après, en même temps, c'est normal, c'est sa première course 450 en outdoor. En plus, il a eu une petite blessure en supercross, donc il n'a pas pu s'entraîner peut-être exactement comme il voulait tout au long de l'année. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que je pense que c'est OK pour Hunter de fatiguer un peu sur les 10 dernières minutes de la 2e manche de la journée et que ça va se corriger au fil du championnat. Mais du coup, ouais, c'est Jet toujours favori, même archi favori pour le titre, mais 22-0, je pense pas, et j'espère pas, mais je pense pas. Ouais, mais ouais, Hunter, je pense que oui, il a beaucoup donné lui en essayant d'accrocher son frère. Et tu vois, c'est là que je dis, je pense que son frère et Jet, il devait rouler, je sais pas, à 90% peut-être. Et il a géré sa manche. Alors que par contre, les mecs derrière, tu les vois, ceux par contre qui essaient d'accrocher son rythme,
tu vois qu'il donne. Et effectivement, Sexton, alors après, il n'avait pas la position facile, mais moi aussi, j'ai noté que très à l'aise. Des fois, tu le voyais rentrer en glissade et tout, un peu, enfin justement, partir de tout l'extérieur, aller chercher l'intérieur, bah, tu voyais qu'il glissait parce que je pense qu'il avait quand même pas mal arrosé, vu que c'était pas assez très profond. Au final, le grip, il y avait quand même des endroits où c'était un peu glissant. J'ai vu une vidéo au ralenti, là, juste avant, là où il y avait le sort de Dragon Back, ça faisait une table, et là, la petite courbe à droite avant la grosse table aussi. Bah là, les mecs, tu les vois arriver au départ, au premier tour, et ils sont tous en crabe. Ils arrivent en crabe comme ça, juste devant cette table-là. Donc je pense que ça glissait un petit peu quand même. Et ouais, on a vu Sexton, des fois, ouais, un peu en glissade comme ça, hop, avant de se placer dans l'ornière. Et, non, à l'aise, rapide, et juste dommage, justement, la petite chute en première manche, là, en accrochant le derrière de Ferrandis. Parce que. Et ouais, dommage qu'il parte pas devant avec lui, quoi. Parce que non seulement Jet, ça roule très vite, très propre, c'est fluide, etc. Mais en plus, il sort devant, quoi. Donc. La majeure partie du temps. Il n'a pas cravaché en revenant de derrière ou quoi. Donc, Et d'ailleurs, pour revenir sur la deuxième manche, je pense vraiment que Jet était en deuxième manche, il n'était pas en train de tellement gérer. Et je pense que, encore une fois, il était limité par son niveau de confort sur la moto. Mais je pense que lui, en tant que pilote, du coup, donnait tout ce qu'il pouvait dans la configuration dans laquelle il était. Parce que quand Sexton fait son erreur, sort de la piste, et pour le coup, Sexton a fait l'attitude exemplaire de prendre son temps pour revenir sur la piste sans mettre en danger les gens qui étaient à l'extérieur. Si vous voulez savoir comment on fait quand on sort de la piste pour ne pas se faire pénaliser, regardez Sexton. Mais donc quand il est revenu et qu'il avait perdu, lui il a perdu 5 secondes en fait dans l'action, quoi. C'était énorme. Et Jet, il a baissé de rythme. Hein. Jet, quand il a senti qu'il n'y avait plus personne derrière, tu vois, s'il était en train de gérer, il aurait continué après le même rythme, tu vois, où il aurait baissé un tout petit peu. Mais le fait est qu'en 2 tours, Sexton a récupéré les 5 ou 6 secondes qu'il avait pour finir dans la roue de Jet. Et donc pas parce que Sexton était 3 secondes plus rapide au tour toute la manche, mais parce que je pense que sur la fin de manche, Jet, il était en mode... J'ai un peu galéré à les garder derrière moi, je peux enfin respirer, cool, je respire. Ouais, non, effectivement, mais après, moi, c'est ce qui me confortait dans l'idée qu'il gère sa course encore, quoi. C'est que, au final, il a fait une erreur. Et encore une fois, pépouze, je ralentis, tu reviens dans ma roue, mais tu vois, à chaque fois que tu reviens dans ma roue, tu fais une erreur où je remets un petit peu. Mais après, j'ai trouvé que Jet se retournait beaucoup aussi pour quelqu'un qui était genre à l'aise. Je pense qu'il sentait quand même un petit peu la pression et qu'il savait qu'il fallait pas que ça pousse beaucoup plus derrière, parce que il s'est retourné pour voir que c'était son frère. Dès que c'était plus son frère, il s'est retourné pour voir si c'était bien plus son frère. Et enfin, on a l'habitude de le voir regarder sur un saut, il regarde un petit peu où est la deuxième place, il aime bien être au courant quand même et effectivement gérer sa course. Mais là, c'était pareil, il voulait juste être au courant, mais ça se voyait que ça l'intéressait quand même plus que juste bon, ils en sont où, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi. Ouais, mais je te dis, je pense aussi ça, c'est parce qu'il sait que quand c'est son frère derrière, tranquille, c'est mon frère et voilà, je sais qu'on va pas se faire de dépassement, enfin. On va pas se faire de cadeaux, mais c'est clean. On va que se passer clean, tu vois. Donc il est un peu rassuré quand c'est son frère. Donc effectivement, je pense que ça, il veut quand même le vérifier parce que à la même distance, que ce soit un Sexton ou son frère, même si Hunter et Sexton ils avaient la même vitesse, par exemple, c'est pas la même donne pour Jet. Je pense qu'il est moins confiant si c'est un Sexton qui est derrière, qui lui va tout donner, qui a l'écro enfin t'es pas mon frère, quoi. T'es même plus mon coéquipier. Rien à faire. Voilà, t'es plus mon coéquipier. Moi, je vais gagner, mon pote. Je vais sauter sur l'occasion pour y aller, quoi. Alors qu'avec son frère, pas trop. Mais effectivement, ce qui fait dire par contre que ouais, il était quand même peut-être moins à l'aise, c'est qu'il a beaucoup répété cette histoire de moto, qui était pas très confortable avec. Et je pense que du coup, ça me mettait quand même dans un état d'esprit où ça c'est un peu indépendamment de moi. C'est que quand tout va bien, c'est moi qui gère. Donc là, je me sentais pas très bien, mais je peux compenser ou quoi. Enfin, je peux travailler sur moi. Que quand c'est la moto, une fois que tu es parti avec pour la manche, tu peux pas travailler dessus en milieu de manche. Donc quand tu sais que quand ça commence à se détériorer, tu es moins à l'aise dessus et que tu ressens que ça vient de la moto, et là effectivement tu as une petite dimension psychologique où tu te dis mince, par contre Sexton il revient, il a l'air à l'aise. Donc effectivement il va peut-être être moins safe et moins en confiance. Mais après, je pense que l'année dernière, il y a quand même eu des courses comme ça où Sexton est devenu. Après, souvent, Sexton, voilà, il bidouillait, il perdait l'avant, il revenait dans la roue et il l'inquiétait quelques fois. Première épreuve l'année dernière, c'était un peu la même configuration. Hein. Sexton, il a fini dans la roue de Jet à la deuxième manche, c'était assez serré. Le problème, c'est qu'on n'avait pas eu Sexton pour la deuxième épreuve. Là, normalement, on va la voir la semaine prochaine à Hangtown, donc ça va être cool. Ouais, j'ai hâte. Du coup, penser sur Sexton, on a déjà un petit peu discuté, mais donc ouais, moi je l'ai trouvé surtout en deuxième manche vraiment hyper à l'aise et
Moi, c'est le. Donc, après l'arrivée, tu as le petit épingle à droite. Et là, avant la courbe à gauche, avant les vagues, il était encore derrière Hunter à ce moment-là. Et c'est surtout quand il était derrière Hunter que j'ai trouvé qu'il était vraiment. Enfin, tu voyais que Hunter le ralentissait. Et pourtant, Hunter, ça roulait bien. Tant qu'il était devant Chase, ça roulait vite. Et pourtant, tu voyais que Sexton, il pouvait faire extérieur, intérieur et même changer à la dernière seconde. Et il était à l'aise et il avait la vitesse et il pouvait le faire. Et enfin, ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper impressionnant, quoi. Ouais, et puis les virages, justement, je crois que c'est là qu'il le prend au final. Ça fait une sorte de chicane où il repasse sur la ligne de départ, non? Oui. Ouais, là, c'est pareil. L'extérieur en recoupant, C'était un beau. là, il a fallu prendre au ralenti aussi et mettre, quand il prend cette ornière-là, il te met de l'angle dedans. Donc, tu vois, le pneu sable n'est pas dérangeant pour foutre de l'angle, hein. Il est arrivé, il t'a mis de l'angle et hop, ça ressortait super fort. Je recoupe l'autre virage. Ouais, non, c'est très à l'aise. Et puis en plus, je trouve qu'il fit vraiment bien avec la KT, tu vois. Parce que, en fait, bon, ouais, le problème, c'est qu'il fit avec aucune moto. Il est pas beau sur la moto. Et. Non, mais c'est vrai, ça fait petit trapu. Et la position sur la moto, il est pas beau à avoir roulé. Alors qu'un Sexton, un Jet, quand tu les vois, c'est élégant, quoi. Tu vois, c'est élégant. Ouais. Et je trouve qu'un Sexton, parce qu'il est plus grand que Webb aussi. Donc, ça fait un peu plus longiligne. Et c'est vrai que sur la moto, je trouve que la KTM, il la rend petite. J'ai l'impression, moi, que la moto, elle est petite entre ses jambes, quoi. Ça fait pas. T'es pas le seul à avoir cette impression. J'ai déjà entendu cette remarque qu'il avait l'air plus gros sur la KTM. Et même lui, il a dit qu'il se sentait plus gros. Alors, pas gros. Ouais, non, mais plus imposant, prendre plus de place. Plus imposant elle se rapproche plus d'un vélo, quoi. Enfin, là, je caricature un petit peu, tu vois, mais ça fait le truc plus fin, plus petit, et qui, en plus, du coup, peut manier un peu comme il veut. Donc, c'est vrai que quand il est à l'aise comme ça, je trouve qu'il match vraiment bien avec la KT. Et puis, ouais, avec ses petites tenues alpi et tout, là, un bon petit flow quand même. Moi, j'aime beaucoup ça. Il pourra me donner envie d'acheter une KT, ça, si j'avais un billet qui dépasse. Et du coup, tant qu'on est sur Sexton, qui est quand même ton chouchou, numéro 4, plutôt numéro 4 ou numéro 23? Moi, j'aimais bien le 23 quand même. Après, bon, c'est pas un peu une question d'habitude, hein. Ces oui sur les KTM, c'était à vomir quand ils l'ont sorti au début. Tout le monde, on était tous unanimes là-dessus, 99%. Allez, on va pas dire tout le monde, il y a toujours des gars qui pour aimer ce qui est moche. Non, mais en vrai, on était unanimes. Moi, je me souviens des posts qui passaient sur Insta, Facebook, machin. On en pense quoi? Des smileys, envie de vomir et tout, quoi. C'était vraiment moche. Et aujourd'hui, enfin, tu vois, j'achèterais une KTM, j'achèterais avec ces ouïes comme ça, j'achèterais celle-là, quoi. Et elle est jolie. Et tu vois, voilà, je te dis, je vois Sexton avec, je me dis pas, la moto elle est moche. Et là, ça me fait la même chose avec la Honda, hein. Si vous avez vu la CRF 2025, les ouïes arrondi avec le gros trou au milieu, un retour en 1990, quoi. Je sais pas, moi, ça fait ancien. Et du coup, non, là, j'aime pas du tout, quoi. Et je sais que je dis ça là. Et si les podcasts perdurent et qu'on se retrouve en 2025, en 2026, toujours à discuter ensemble, mon avis, il aura sûrement changé d'ici là. Donc je vous arrête tout de suite ceux qui disent « Ouais, tu disais machin ». Non, je sais, je disais ça et probablement que j'aurais changé d'avis d'ici là. Comme sur les jantes bleues sur la YAM, je me souviens, je te l'avais dit. C'est en 2018, je crois qu'elles sont sorties avec les jantes bleues. Je crois, ouais. C'est comme si, attends, t'imagines là, une Honda avec les jantes rouges. Jamais de ta vie, une Honda avec les jantes rouges. Fait guignol encore, Jackie Tuning le mec. Et ben les jantes bleues, mais les jantes bleues, ça me faisait le même effet quand j'ai vu la YAM sortir avec les jantes bleues, mais ça fait trop. Arrêtez, une Kawa avec les jantes vertes, à vomir. Et puis au final, regarde la jante bleue sur la YAM. Moi, petit mouton que je suis, c'est en quelle année après du coup peut-être l'année. Après un an, après une saison, de toute façon. En général, c'est ça, voilà. Il m'a fallu une saison pour m'y faire. Et puis après, moi, j'ai commandé une paire de roues à 1300 balles avec des jantes bleues. Bah voilà. Donc voilà, bon, je m'avance pas trop. Je donne mon avis sur le moment, mais je nuance parce que je sais que ça peut potentiellement changer. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ouais, paraît-il. Bon, c'est que je suis intelligent, alors c'est bien. Il paraît. Donc quand même, tu préférais le 23. Et par contre, rien à voir avec le côté peut-être référence à Jordan et tout ça. Mais moi, j'aimais bien aussi les petits parallèles qu'il faisait, notamment quand la tenue Alpinstar, justement, il avait le maillot des Chicago Bulls. Je trouvais que le petit clin d'œil, j'aime bien, moi, le petit clin d'œil entre les disciplines comme ça, tu vois, qui se font. Et puis en plus, pour avoir pratiqué le basket, justement, pendant de nombreuses années et tout, ce parallèle-là en particulier, il me plaît bien. Je sais que des fois, ils font des parallèles avec de la F1 ou avec les MotoGP aussi. Sexton, il avait roulé. Jet avait roulé avec la tenue d'un pilote GP là, je me souviens plus le nom en tête là. Et Hunter ce week-end avait une tenue hommage à un pilote de F1 qui est décédé, je crois, il y a 30 ans ou quelque chose comme ça.
Ah, je me suis demandé si c'était dans pas un les couleurs de maxi d'or. l'Australie en fait. Et moi aussi, sur le coup, j'ai cru, mais donc non, ils expliquaient que, ouais, et je crois que McLaren en F1 ce week-end ont fait la même chose aussi, parce que c'était il y a 30 ans jour pour jour presque, ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, là, je trouvais que la tenue de Hunter était très stylée. Ouais, c'est sympa, ça change, mais encore une fois, moi, le jaune, je suis pas super fan, mais jaune-vert, je crois que c'était du coup. Ouais, Un c'était peu jaune de et vert. vert avec des logos Alpinestar rouge. Ouais, ouais, mais c'est bien, ça change, et puis tu voyais de loin pour le coup, là, tu savais que c'était lui, quoi. Puis les deux frères, bon, ils ont pas trop le même gabarit et le style, tu peux les différencier, tu les différencies quand même du style de pilotage. Mais je trouve ça pas plus mal qu'ils aient aussi, tu vois, enfin, c'est tous les deux pilotes Red Bull, sur la Honda, Alpine Star. Je trouve ça même cool en fait qu'ils aient pas forcément les mêmes tenues, quoi. Ah ouais, ouais. Bah, ils ont rarement les mêmes tenues en plus, pour ne pas dire pas du tout. Ouais, c'est vrai que bon, cette année, je les ai pas beaucoup vus en même temps, mais ouais, j'ai pas l'impression qu'ils soient souvent. Non, j'ai l'impression qu'ils sont pas, ouais, ils ont pas souvent les mêmes tenues. Ok, donc pour l'instant, Sexton numéro 4, tu t'y es pas trop fait, mais de toute façon, tu préfères t'habituer à un Sexton numéro 1. Non, c'est pas que je me suis pas trop fait, parce que si, tu vois, le 4, ça matche bien, mais je me souviens, en fait, je me rappelle le moment où ils l'ont annoncé. Ah ouais, le 23 me manquait un peu, après je vais vite m'y faire, et ouais, non, ça me choque pas non plus, mais c'est vrai que quand tu as l'habitude de voir un 4, bon, avant sur Carmichael, après moi j'ai pas énormément vu Carmichael rouler pour le coup, après un baguette, quand tu le vois prendre le 4, ah non, le 4 c'est baguette, tu vois, comme le 7 avec le Singer, tu vois. Bon, alors, je dirais pas que je m'y suis fait, parce que je trouve qu'il est pas très beau son numéro 7. Il est pas très beau son 7 en plus. Non. Il a pas mis un beau numéro 7, quoi. Non, donc je m'y suis pas spécialement fait, et voilà, c'était quand même Stewart, donc au moment où il l'a eu, merde. Mais ouais, je trouve que quand tu prends un numéro comme ça, le 4, le 7, ou quoi, faut être un peu à la hauteur, quoi. Ouais, après. Baguette, il était pas trop à la hauteur du 4 au final. Ouais, mais bon, après, c'est dur parce que du coup, qui se permettrait de dire je suis à la hauteur de prendre le 4, tu vois, et du coup de porter le numéro de Carmichael. Tu vois, Webb, je trouve qu'il a au final été à la hauteur du 2, même s'il n'a pas gagné autant de titres que Villopoto. Ouais. Il a gagné 2 titres SX, il a gagné des courses. Et en plus, pour le coup, bon, je préférais le style de numéro de Villopoto, mais vu que le numéro 2 de Webb est différent, je trouve qu'il a un peu son identité à lui aussi, tu vois. Mais là, c'est vrai que le 4 de Sexton, c'était vraiment le même 4 que Baguette. Mais pourtant, je pense que ça doit être parce qu'ils ont vraiment des pilotages et des gabarits complètement différents. Il m'a pas trop fait penser à Baguette. J'avais pas l'impression de revoir Baguette sur la piste, quoi. Non. Mais ouais, ouais, du coup, Baguette, c'est pas un retour en piste au niveau professionnel, ce qu'il nous fait là. C'était juste apparemment pas, c'était juste un retour sur le gramme, faut croire. Et Tickle, apparemment qu'il va faire quelques courses, non il devrait faire quelques courses. Ouais, Tickle, je t'avais dit dans l'épisode précédent, il avait dit après la course à Glen Helen dans une interview qu'il ne ferait pas les premières, c'est sûr, parce que la priorité c'était de s'occuper de Jason et d'être sûr que Anderson avait tout ce qu'il lui fallait pour performer le mieux possible. Et qu'une fois que tout ça serait en ordre, il comptait faire quelques courses en fin d'année, quoi. Okay. Donc bon, après peut-être qu'il va s'y mettre assez tôt pour essayer de marquer des points pour le SMX, hein, parce que bon, il y a un chèque à aller prendre. Du coup, Hunter, qui nous fait une grosse seconde manche, on en a parlé un petit peu. Est-ce qu'il est le mieux placé pour mettre un terme à la série victoire de Jet? Non, je pense pas. Est-ce que finalement ce serait pas Hunter? Non, moi je reste sur Jet parce que je te dis, au début il était dedans, il était dans sa roue, il est remonté un peu. Mais je pense qu'à ce moment-là, Jet gérait, quoi. Je sais pas s'il a été plus inquiété que ça par son frère, tu vois, quand il était dans sa roue, etc. Et par contre, j'ai vu un Hunter justement, je dirais pas s'accrocher au guidon parce qu'il a un style de pilotage qui ne montre pas qu'il s'accroche et qu'il essaye beaucoup, mais tu le voyais quand même plus essayer que Jet. Et ouais, là, tout de suite, non, tu vois, je pense pas. Je suis toujours plus sur Sexton qui est en meilleure position, quoi, pour aller lui envoler une, quoi, mettre un terme à sa série. Ok. Moi, je pense que ouais, Chase est mieux placé, mais Hunter m'a surpris quand même. Oui, moi Hunter aussi. m'a surpris. Moi aussi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien placé, aussi rapide aussi. Je m'attendais pas à moi, voir. J'ai vraiment senti un Jet. Franchement, moi, quand je regardais la seconde manche, je l'ai vu se retourner quelques fois et tout, et je me suis dit, c'est peut-être la manche où il va tomber, quoi. Pas tomber, chuter, mais où sa suprématie va arriver
pas vraiment à son terme parce que le championnat ne fait que commencer, mais que la série de victoires s'arrête. Je me suis dit, oh, peut-être qu'on y est. Moi, quoi. j'ai pas été inquiété. Je me suis pas dit, ah, c'est bon, il va perdre, mais je me suis dit, peut-être qu'on y est. Ouais, non, moi, j'ai pas été spécialement inquiété. Et puis, je pense aussi que c'est cette première action-là. Parce que c'est en deuxième manche qu'il part 2 derrière Hunter. Ouais, il fait son gros saut. Voilà. Et que après sur et le saut, scrub, et je il te le regarde. regarde. Et Ouais, tu vois, et là, je c'est me suis stylé. dit, il fait ce qu'il veut. T'es devant, et bah, regarde, pleine balle externe, je recoupe. Moi, je sais que je sais faire ça, là, je suis le seul à le faire. Et je te passe là, j'ai envie de te passer là, je te passe là, tu vois. Et tout de suite, je te montre, c'est moi qui passe devant. Donc, je pense que c'est là-dessus, je me suis dit, ah voilà, il fait ce qu'il veut. Donc, après d'avoir vu Hunter revenir, bah, je me suis dit, bon, encore une fois, voilà, peut-être qu'il gère sa course et qu'en plus, sachant que c'est son frère, il n'y a pas urgence quand c'est Hunter qui revient dans sa roue. Ou peut-être qu'il y avait aussi le fait qu'il s'économisait aussi un peu au début parce qu'il savait que arrivé à la mi-manche avec les réglages de sa moto, il avait un peu plus de mal aussi, donc que c'était un peu plus éprouvant pour lui peut-être de rouler dans les trous, les freinages, etc. Et que du coup dès le début il forçait pas, mais ouais, moi je l'ai toujours trouvé en contrôle, alors peut-être pas en contrôle à 100%, peut-être quand même il y a eu des moments où c'était un peu inquiétant pour lui, mais je pense qu'il en avait encore à donner si Sexton n'était pas sorti de la piste. Je pense qu'il en aurait eu encore à donner pour défendre sa position et que là justement peut-être parce qu'on l'a jamais vu se mettre dans le rouge quoi. Jet vraiment dans le rouge, il a toujours géré pour en remettre un petit peu quand ça revenait, etc. Bah, peut-être que là il pouvait pas en remettre comme il voulait un petit peu, mais que la victoire il allait pas la laisser filer non plus et que du coup elle allait se mettre dans le rouge et qu'il allait arriver, peut-être que c'est pas lui qui aurait porté la moto pour la mettre sur le lève moto après 2 manches sous 40 degrés quoi. Parce que ça c'est pareil, ce mec il arrive à chaque fois c'est lui qui remet sa moto, genre tranquille les gars, je peux essouffler quoi limite. Donc là, peut-être qu'il aurait été essoufflé et que la moto il l'aurait lâché, ce serait assis direct sur sa petite chaise et il aurait demandé un peu d'eau s'il vous plaît. Mais bah là, il avait l'air un petit peu éprouvé quand même, Jet, après les 2 manches. Ouais. Il avait pas. Bah, moi, j'avoue que j'ai regardé en direct. Ouais, c'était facile. J'ai regardé en direct, j'étais un peu cuit, donc j'ai même pas écouté les interviews, je crois, de la fin des 10e manche. J'ai vite fermé, je suis allé dormir, j'étais claqué, mais ouais, j'imagine que du coup, il a un peu plus donné quand même. Alors, ça tombe bien, en discutant, je voulais te demander. Donc le Dragon Back et la trace de Jet, en deuxième manche, il l'a fait devant tout le monde au premier tour. Il passe Hunter comme ça. Chase, il est pas loin, donc il voit aussi Jet le faire. À ton avis, pourquoi est-ce que Hunter et Chase le tentent pas? Est-ce que c'est... Comment? C'est trop dur. Donc tu penses que eux ils se disent, je sais pas comment il fait ça, c'est même pas la peine d'essayer? Et ouais, il fait un truc de jeu vidéo là. C'est les trucs dans les jeux vidéo, t'as l'arrondi, après juste sur la roue arrière, et après il prend cette impulsion, mais en wheelie quoi, pour aller chercher plus loin, et de foutre la 450 à cette vitesse-là en wheelie, pour aller sauter derrière, se la mettre comme ça, enfin ça c'est un coup, hop, si tu rates le frein ou quoi, la moto tu la lâches, c'est mort, tu vois. Donc non, là on est sur une qualité technique. C'est énorme à cette vitesse-là. Là, on parle même pas juste de sauter dans les trous dans un freinage, ralentir un peu, hop, jouer, tac, 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 être à l'aise sur sa moto. Là, on a un truc pleine balle. Tu vas la mettre sur la roue arrière parce que ça te fait décoller, tu vois, ça faisait un peu un dôme avant comme ça. Donc ça, les pilotes à la base, ils décollaient d'ici au tout début. Donc je pense qu'en deuxième manche, après ils se retrouvaient à dribbler. En deuxième manche, je pense qu'en le refaisant, ça a dû l'adoucir un peu quand même, parce que ça décollait quand même bien de là. J'ai vu des vidéos là où ça faisait des belles ornières, ça décollait de là et personne touchait ce qu'il y avait juste derrière, tu vois. Donc là, en le relissant, ils ont dû l'adoucir peut-être un petit peu, mais c'est quand même un truc qui te fait décoller normalement. Bah hop, ça te fait décoller, mais du coup, il va mettre la moto comme ça pour que la roue arrière reste en contact avec le sol et décoller plus loin pour aller atterrir derrière. Et ça, non, moi je pense que là, tu les mets tous à l'entraînement, mais voilà, on essaye, mais il n'y en a pas beaucoup qui réussissent, ni Hunter, ni Sexton, qui pareil a un bagage technique quand même, un bon bagage technique. Là c'est un truc de ouf, vraiment, quoi. Je te dis, c'est un truc de jeu vidéo, quoi, le mec. Et puis après, math skills, quoi, je t'avale les boss, là, comme ça, les arrondis, c'est ouf. Et, à cette vitesse-là aussi, quoi. Il me semble que c'est quand Hunter avait bien recollé, qu'il n'avait pas tellement l'air de perdre du temps non plus en ne le faisant pas au final. Ouais. Donc je me suis demandé, est-ce que tu penses, donc toi tu m'as dit que tu penses que c'est de toute façon, et ils l'ont vu faire, ils ont dit, je sais pas comment il fait, c'est même pas la peine d'essayer, là on est en manche, on y va. C'est pas, il y en a pas, à ton avis, à aucun moment ils se sont dit, de toute façon ça vaut pas le coup, j'ai pas l'impression qu'ils gagnent du temps. Je pense pas, parce que tu vois, c'est même pas ce qu'il leur a traversé. Sur la première action, tu le vois clairement du coup, et là c'est devant tout le monde aussi, Hunter il le passe en le faisant, donc
je pense qu'il gagnait pas énormément et en fonction peut-être de comment il retapait celle du dessus aussi, est-ce qu'il atterrissait bien derrière ou est-ce qu'il la retapait parce qu'au final quand il la retape, il a plus encore les roues au sol non plus, il passe du temps en l'air. Alors que les autres, hop, bah, ils cassaient tout et ils pouvaient en remettre entre deux, tu vois, en faisant le presque jump on jump off, en le faisant 2 fois. Mais non, moi je pense vraiment que là, tu vois, c'est comme en SX. Alors je sais plus laquelle, bah, là où il tombe sur l'arrière de Webb, où il y avait justement ce mur partie sable, creux, mur, Oui. et que lui servait d'un trou, quoi, voilà, pour atterrir derrière. Il n'y en a pas un seul qui l'a passé comme lui. Ça. Non, c'est vrai. Aussi clean, de passer vraiment au-dessus, presque les roues qui ne raccrochent pas, il n'y en a pas un seul. T'as Thomas qui arrivait, bûcheron, paf, il tapait dessus, il levait l'avant. Je pense que c'est parce qu'il n'y en a pas un seul qui sait régler des suspensions comme Jet aussi. Genre, ils veulent tous des trucs soit super durs, soit super mous, et il n'y a personne qui est un petit peu bien équilibré comme lui, j'ai l'impression. Peut-être que ça vient de. Peut-être que tu donnes la moto et avec son setup suspension, il s'en sortirait mieux. Mais en tout cas, tel que c'est là, et ça, c'est pas à pleine vitesse en supercross. Là. Quand il sort du sable, il n'est pas à pleine vitesse. C'est un truc. Donc tu es plus en contrôle quand c'est pas à pleine vitesse quand même. Parce que faire justement de sauter un truc comme ça, où tu arrives à je sais pas combien de kilomètres heure contre ça va pas trop vite et juste faut bien se placer, jouer, hop, jumper, être en place en ligne, etc. Bah, là en supercross, déjà personne ne l'a sauté comme ça. Donc arriver à pleine vitesse comme ça, bah déjà même lui, genre est-ce que lui il va le faire quand là il l'a sorti? Ouais, j'imaginais même pas quand tu regardes au ralenti que il cabre hop comme ça et pour s'allonger la pulsion, je te dis, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo où hop, tu te mets en arrière hop, et une fois que tu es en l'air, limite, tu mets les joysticks en haut là pour hop, ça te refait un bond en plus quoi. C'est limite une mauvaise physique quoi. ce qui nous fait en vrai, genre c'est pas réel. Non, ce qu'il fait là, se mettre en wheelie à cette vitesse là pour ensuite aller chercher une impulsion et aller chercher derrière et du coup aussi prendre le risque de raccrocher ce dôme. Parce que c'est pareil, le dôme tu le tapes pas n'importe comment non plus, c'est que tu te mets comme ça mais t'es un peu en galère et t'atterris là comme ça, tu vois, ça peut vite te déséquilibrer. Je sais que pendant un moment aussi, derrière justement c'était un peu de la soupe à certains moments là. On voyait quand il atterrissait derrière, des fois il n'y avait pas de traces, enfin ça a dû être RC arrosé vu qu'il n'y avait pas beaucoup de passages à cet endroit là, puisque beaucoup c'est en 2 fois et du coup sauter au dessus. Il arrivait un peu dans de la soupe, enfin voilà, fallait être en ligne et non, c'est chaud là ce qu'il faisait. Et est-ce que tu penses que. Tu vois, DV il disait dans le débrief que c'est de toute façon la même technique que quand il fait le wheel tap pour entrer dans les whoops et que c'est en gros c'est la même chose sauf que là bah, il l'a fait sur un dôme et un dragon back de motocross beaucoup plus vite, mais il disait qu'en gros c'est un peu le même truc. Donc est-ce que tu penses que lui il l'a fait parce que ça vient du fait que probablement il travaille beaucoup ce wheel tap pour entrer dans les whoops à l'entraînement et que Chase et Hunter le font peut-être pas du tout? Moi, ça revient un peu au même, mais je pense qu'on en est quand même loin parce que tu as toujours la roue qui est au sol et qui du coup tu es toujours sur les gaz et tu as toujours une gestion de gaz à avoir. Et cette gestion de gaz à avoir, elle est plus difficile, enfin n'importe qui là, nous, à notre niveau amateur, ne serait-ce que à notre niveau amateur, cette gestion justement de prendre par exemple une série de vagues et d'essayer de la prendre sur la roue arrière, bah, la gestion de gaz au moment où ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, t'as pas le même filet de gaz à chaque fois, tu vois. Pour garder une assiette de moto comme ça, tu vas pas mettre la même quantité quand tu es dans la redescente, dans le creux, que quand tu remontes, que quand tu reviens dans la redescente et ainsi de suite. Donc le wheel tap, quand tu as les 2 roues au sol, tu décolles, donc tu vas tirer un peu ta position, tu vas te mettre un peu plus sur l'arrière pour venir chercher juste raccrocher avec la roue arrière, et tu as juste à gérer le hop, bap, le petit coup de gaz que tu vas mettre du coup sur la plus grosse bosse ou la première whoops là, enfin la deuxième que tu vas taper pour faire ce wheel tap. Alors que là, c'est pas juste hop, j'ai mon filet de gaz à fond et au moment où il fait décoller comme ça, là il faut gérer les gaz quoi. Enfin si tu en remets plus parce que pareil, je pense pas qu'il soit à 100% comme ça complètement ouvert, tu vois. Si tu en remets plus, bah tu risques de partir un peu plus en arrière, tu vois. Enfin, moi je trouve que c'est encore plus complexe qu'un wheel tap parce que tu as la roue qui est constamment au sol et qu'il faut que tu gères ces gaz-là de bout en bout tout en prenant cette impulsion. C'est pas juste je gère mon wheelie, plus ou moins comme dans une série justement de vagues où je le prends sur la roue arrière, je gère mon wheelie, voilà, juste comme ça en avant en arrière, c'est un peu comment dire, régulier. Là, tu arrives et tu dois gérer cette position de là, ça commence à cabrer. Je me mets un peu sur l'avant, mais à la fois non, parce que je tire aussi pour aller chercher derrière. Non, il y a plein de choses à faire en même temps. Et cette gestion de gaz avec la roue qui est constamment au sol, c'est que si tu coupes, parce que quand ils font le wheel tap, ils coupent. Tu tires, il reste pas gaz ouvert, tu vois, à ce moment-là.
tu coupes et tu remets, hop, hop, tu vois, Tu penses que quand c'est pour les hoops, il reste pas filet de gaz tout le long et juste il réajuste au moment de taper la roue arrière? je pense pas, hop, hop, tu vois, après c'est rapide, tu vois, mais je pense pas qu'il reste ouvert avec la même intensité de gaz, quoi, parce que, bah, je pense pas, hein, qu'il reste. Même intensité, je sais pas, mais j'imagine mal parce que c'est court quand même, t'as pas vraiment le temps de Mais je pense couper. mais pas forcément complètement, tu vois, mais ne Ouais. serait-ce que, tu vois, jauger comme ça, Il parce que- ajuste, quoi, voilà, il ajuste mais je directement pense pour aller qu'au taper. moment où il lève, il reste pas, tu vois, ouvert, parce que, ouais, moi je pense que il ouvre, arrivé en haut comme ça, il referme un peu, donc peut-être pas complètement, tu vois, pas à fond comme ça, mais il referme un peu pour en remettre sur la roue arrière et hop, hop, et se lancer, quoi, et à l'intérieur derrière. Mais là, en gardant la roue au sol, non, c'est une gestion des gaz. Mais comme ce qu'il faisait à Paris, là, je crois qu'on a déjà parlé dans des podcasts, en sortant de la sortie du sable, où une fois, et qu'après il atterrit sur l'arrière, donc là, hop, un peu imprévu, je suis avec la roue avant levée, bah, hop, et j'atterris Willy pour cabrer la bosse derrière, tu vois. Là, c'est une gestion des gaz, pareil à faire. Et on n'est quand même pas sur Enfin, je pense que là, il y en a beaucoup, tu vois, Sexton, machin, il y en a beaucoup qui te le font, ça, tu vois, s'il faut. Mais lui, il te le sort en plus avec une rapidité. Improvisé. Voilà, c'était c'est pas- que les autres, c'est ils le pas une planifient. vitesse de croisière, il attaquait un peu, quoi. Les autres, ils le planifient. Ils se disent, là, je vais cabrer pour. Comme quand on arrive devant un enchaînement, il y a une petite bosse pour ralentir. Bah, les autres, ils planifient. Bam, allez, rebond. Là, je cabre pour passer derrière. Lui, c'est imprévu. C'est hop, ça part un peu comme ça. Bah, je suis comme ça. Bah, oublie. Hop, comme ça, pas de souci, quoi. Je suis un peu sur l'avant. Hop, petit stoppie, pas de souci. C'est vraiment, ouais. T'as vraiment l'impression que Jet, faire de la moto, c'est comme marcher pour nous, en fait. C'est aussi simple que ça pour lui. Et ouais, il a une capacité de s'adapter, une adaptabilité qui est incroyable, quoi. Et surtout, pas à l'entraînement, quoi. En manche, avec tous les paramètres qui influencent la manche. Parce qu'on sait que justement, en manche, enfin voilà, c'est ta course, t'es concentré dedans, tu penses à beaucoup moins de choses que quand t'es à l'entraînement. À l'entraînement, des fois, tu peux te rappeler, ouais, appuie un peu plus sur le repose-pied, lâche l'embrayage ici, machin. Enfin, tu peux te rappeler des petits trucs, quoi. T'as ça à penser quand t'es en course. J'ai pas le temps de me raconter la messe, quoi. Ok. On va en venir à notre petit Dylan national. Qu'est-ce que tu as pensé de la course de Dylan? C'est pas mal, mais tu vois, enfin, de ce que j'ai dit dans notre épisode précédent, il en manque. Après, je suis partagé entre, parce que j'écoute ses interviews où il dit qu'il se régale, il se sent super bien sur la moto, il se sent mieux que l'année dernière. Ouais, enfin, aux essais, il prend 5 secondes, je crois. T'as pas noté son temps à lui J'ai noté. Alors attends. Ou pas loin de laisse-moi- 5 secondes, genre 4,8, 4,9, un truc comme ça. Laisse-moi revenir Je t'en sur prie. 2,6. Non, Si, 4e aux essais, 2,6 secondes derrière Jet. après la deuxième séance alors. Ouais, j'ai regardé que la deuxième. Ça. La première, il prenait 5 secondes. La première, il prenait 5 Ah ouais. secondes. Il était en 2,20 Ah, mais et ça quelques. c'est essai libre, c'est pas essai chrono la première, donc on s'en fiche. Ah ouais C'est, Ça compte pas. Ah ouais. Ouais. Bon, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a inquiété. Je me suis dit, quand même 5 secondes derrière. Alors, je me doutais que ça allait se resserrer. Quand la piste, enfin voilà, tu arrives au chrono, même en manche et tout, les chronos se resserrent. Mais quand j'ai vu 5 secondes. Je crois qu'il prend entre 4 et 5 secondes au meilleur temps autour sur une des deux manches au moins, sur Ah peut-être ouais, la première. moi je pense, après il le dit, hein, il le reconnaît qu'il en manque. Lui il dit qu'il faut travailler sur le moteur de la moto, il trouve qu'il manque de chevaux là. La Honda apparemment il avait pas le moteur totalement fini, il manque des pièces qu'ils ont reçues tardivement et donc il n'aurait pas le moteur qui l'attend quoi. Mais bon, encore une fois, je pense pas que ce soit un moteur qui soit miraculeux et qui lui fasse être dans les chronos de Jet et présent pour le battre. Donc je suis un peu toujours dans la même position. Je pense que d'être parti. Après, voilà, on voit quand même qu'il a plus de facilité en outdoor. Enfin, il est quand même là, il est dans les 5 premiers, il est pas loin du podium, il va faire des podiums et on va le voir sur le devant de la scène quand même. Hein. Pas du tout ce qu'on a vu en SX, je pense. Mais ça n'empêche que. Enfin, je vois moins prêt à la gagne que l'année dernière. Et pourtant, lui, dans ses interviews, c'est je me sens bien, je la mets où je veux, je me régale avec la moto, il faut qu'on gagne des chevaux. Et après, voilà, pareil, bon départ. Et je pense que, ouais, on peut. Enfin, j'ai envie de gagner, il est toujours motivé à gagner, visiblement, et qu'il aurait de quoi gagner, quoi. Ben moi j'étais content de Dylan. Après, J'étais content de Dylan. Attends, parce que c'est vrai que je donne pas de réponse très claire comme ça d'entrée, comme tu dis. Je suis pas déçu. Je suis juste. Je l'ai vu là où je l'attendais. Enfin, comme je t'ai dit, je le vois pas matcher concurrencer pour la gagne.
Mais à la fois, c'est de l'outdoor sur une moto qu'il préfère, bon, qu'il la préfère ou pas, parce qu'il la préfère, mais moi je le trouve quand même un peu en dessous par rapport à quand il avait la Yam. Et moi, mon point de repère, ça va être un peu Plessinger, tu vois, par rapport à lui, parce que l'année dernière, avec la Yam, Plessinger, il l'a beaucoup concurrencé, et il me semble qu'il l'a quand même beaucoup battu aussi, Plessinger. Que Plessinger a beaucoup battu Dylan ou inverse? Ouais, non. Plessinger qui aurait battu pas mal de fois Dylan. En vrai, Plessinger s'est fait mal à un moment donné en outdoor et a perdu un peu de rythme. Mais avant cette blessure, c'était un peu moite-moite. Hein. Ouais, ça se tirait beaucoup la bourre. Bon, ça n'empêche qu'avant, Plessinger, il n'y avait pas trop de matchs avec Ferrandis. Enfin, je sais pas s'il était là l'année de son titre, en 2022. Je me souviens plus de trop de où était Plessinger à ce moment-là. Après, Plessinger, il a bien progressé aussi. Faut pas voir ça comme... 2021, le titre de Dylan. Ouais, oui, mais du coup, en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? En 2023 en 2023, 2022, Dylan s'est blessé, il était champion en titre, il s'est blessé au press day, du coup il a fait que les dernières courses. Donc et il s'est fait découper par Barcia en plus. Aussi, ouais. Quand il était revenu, du coup il avait été out. Bon, en tout cas, après voilà, faut pas mettre Plessinger qui progresse, du coup c'est Dylan qui régresse. Mais ça n'empêche que moi je pense que par rapport à l'année dernière, du coup ça va être un peu un moyen de. Mais après il disait apparemment, moi je suis d'accord avec toi. On l'a pas vu à l'écran à ce moment-là, mais apparemment il revenait pas mal dans sa roue en première manche avant de se catapulter. C'est en première manche qu'il est tombé Ferrandis. Apparemment il revenait fort sur lui et il dit je pense qu'il y avait moyen que je le prenne quoi. Là, en tout cas je revenais fort, tour par tour je voyais l'écart se réduire. Donc malheureusement on n'a pas pu voir ça et moi on n'a pas vu sa chute à l'écran. Apparemment il en a pris une bonne. Donc non, c'est bien. On va pas dire c'est nul ce qu'il fait, etc. Mais moi, je veux le voir gagner. Moi, je veux le voir comme en 2021. Et je suis pas persuadé qu'il soit au niveau de gagner actuellement. Et j'ai du mal à me projeter en me disant d'ici la fin de l'année, il va progresser et il va venir concurrencer pour la gagne. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi du fait qu'il soit parti dans un team privé. Et je te dis à chaque fois, en général, tu n'as jamais vu un mec partir dans un team privé et au final concurrencer. C'est toujours un peu dès qu'il part dans un team privé, les gars, c'est un peu le début de la fin, quoi. Il part dans un team privé. Alors, il y en a qui font des bons résultats dans un team privé, et c'est un très bon résultat, surtout pour un team privé, ils vont te dire, avec les moyens qu'ils ont, le moteur pas totalement fini comme ils l'espéraient, donc c'est un très bon résultat. Parlant du podium, il y avait moyen de faire podium même ce week-end, mais la gagne, j'ai l'impression, moi, qu'on s'en éloigne un peu quand même, que tu vois, par rapport à l'année dernière, on s'en est pas rapproché avec ce changement de team, et là, à l'heure actuelle. Alors, moi, Dylan, je l'ai presque vu où j'espérais le voir. Et donc, il faut savoir que quand je regarde la course comme ça à la télé, du coup, je suis comme toi, je suis derrière Ferrandis, donc je passe autant de temps à regarder la petite colonne à gauche avec les écarts et à voir s'il rattrape et tout, que je regarde ce qui se passe à l'écran. Et il perdait pas de temps. Et donc, j'ai sorti le lap chart de Dylan de la première manche. Et j'ai pas pris les 4 premiers tours parce qu'il est parti dans le paquet et que de toute façon... En fait, ce que j'espérais de Dylan quand j'ai vu la course et que je l'ai vu déjà perdre un peu de terrain au début, c'est que je me suis dit, j'espère que physiquement, il est là comme il l'était en 2021 et même l'année dernière, il était quand même fort physiquement. Et il n'a jamais été... C'est pas juste les départs qui sont pas super bons pour lui, les débuts de manche, ça n'a jamais été là où il fait son meilleur travail, quoi. C'est plus dans la deuxième moitié, quand les autres ils fatiguent, ou lui il fatigue moins et il enquille. Et donc, j'espérais qu'ils reprennent un peu de terrain à ce moment-là. Et donc j'ai sorti ces tours du tour 5 au tour 12, sachant qu'en tout ils en ont fait 15, donc en gros le quart 2 et 3 de la course. Et je l'ai comparé à Jet, parce que quand je regardais ces écarts, justement je me suis dit à un moment donné il perdait plus trop, et à un moment donné j'ai eu l'impression que ça se valait même. Et donc sur les tours 5, 6, 7, 8, Jet, il a fait les tours 5 à 8 en 9 minutes 38 et 998 millièmes. Et Dylan, il a fait les tours 5, 6, 7, 8 en 9 minutes 48, 164. Donc du tour 5 au tour 8 inclus, Dylan, il a perdu 9,1 secondes. Et par contre, sur les tours 9, 10, 11, 12, sachant que Dylan tombe au tour 13 aussi, donc c'est pour ça qu'après j'ai arrêté. Donc sur les tours 9, 10, 11, 12, Jet les fait en 9,52, donc il perd quand même 14 secondes par rapport aux 4 tours précédents. Il ralentit de 14 secondes. Et Dylan les fait en 9,48,4, donc lui il perd que 3 dixièmes par rapport à ses chronos. Donc Dylan a gardé pratiquement les mêmes chronos sur les tours 9 à 12 que sur les tours 5 à 8. Et là il récupère 3,7 secondes à Jet.
Donc évidemment, Jet, il est devant, il gère. Il n'est pas en train de pousser comme un fou, alors que Dylan, il veut aller récupérer la carotte. Et donc sur les tours 9 à 12, Dylan il était presque 2 secondes plus vite que Plessinger. Donc ouais, ça revenait bien sur Plessinger. Et Plessinger, je pense que vu qu'il y avait la blessure en Supercross et tout, physiquement, je ne m'attends pas à ce que dans les 2 derniers tours, ce soit le plus agréable, le plus attaquant. Donc je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher sans la grosse chute. Et du coup, sur les tours 5 à 12, si tu prends tout le différentiel, la moyenne du temps autour de Jet est de 2,26,384 et celle de Dylan est de 2,27,070. Donc Dylan prend 7 dixièmes de seconde par tour en moyenne. J'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on compare souvent le meilleur chrono de deux pilotes pour voir à quel point il manque en vitesse, mais en plus, c'est DV qui disait qu'à l'entraînement, quand ces pilotes faisaient des manches, ils ne regardaient pas tant chaque chrono, mais juste le tour moyen, et que c'était comme ça qu'ils jugeaient si ça progressait ou pas. Et donc, je pensais que prendre la moyenne sur cette portion de la course, c'était assez représentatif, qu'au final, le niveau, il est bon, même si, encore une fois, Jet était en train de gérer, en plus, il était moins menacé en première manche. Il en manque, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Et je pense que deuxième manche, il l'a dit, il a tapé la tête quand il est tombé en première et tout. Enfin, c'est sûr qu'en deuxième manche, il était un petit peu HS, je pense, Dylan. En plus, il est moins bien parti. J'ai même pas pris en compte les chronos ou quoi, parce que c'est sûr qu'à mon avis, j'espère qu'une semaine de récup, ça va suffire et qu'il va revenir au même niveau qu'en première manche que la première manche qu'il a faite là. J'espère qu'il aura le même niveau à Hangtown ce week-end. Et s'il prend des départs corrects, on devrait voir belles choses. Ouais, après voilà, effectivement, à prendre en compte, c'est sur ces tours là sur lesquels tu as pris le temps moyen, Jet, il est inquiété par qui, il en est où dans sa manche, parce que moi je te dis, je vois un Jet beaucoup gérer, et du coup, s'il avait un fer à 10 dans sa roue à ce moment-là, enfin, tu l'as dit, entre le deuxième quart et le troisième quart, il ralentit de 14 secondes au total. Jet. Du coup, Jet, sur les 4 tours, c'est lui qui ralentit de 14 secondes. Donc Dylan, en fait, n'a pas accéléré. Ouais, il a gardé des chronos en 2,26. Et Jet, entre le tour 8 et le tour 9, il perd presque 2 secondes. Et entre le tour 10 et le tour 11, il repère 1 seconde encore sur son chrono. Par rapport au... donc tu vois que... 2,24, 2,25, puis 2,27, 2,27, 2,28, 2,28. Donc tu vois que Jet, à ce moment-là, enfin, c'est pas... Je pense que Jet, c'est pas un problème physique. Il a dit qu'il se sentait pas à l'aise sur la moto, donc ça peut expliquer une baisse de vitesse. Après 14 secondes entre le deuxième quart et le troisième quart, moi ça me paraît beaucoup. Et alors là, il faudrait revoir justement où il se situe par rapport aux autres à ce moment-là dans la course. Mais je pense qu'arrivé à ce moment-là, je suis pas très à l'aise avec la moto, je pousse pas, je ralentis, et donc tranquille. Et tu vois, je fais le strict minimum. Et du mais coup, qui était deuxième en première manche? C'était Hunter encore. Hunter fait 2-2 ou pas? Et Parce que Chase a chuté et du coup était en train de remonter. Il y a Plessinger dans l'équation, mais je crois que Hunter le passe. Oui, mais du coup, pendant un bon moment, tu as Plessinger qui est derrière Jet, même. Tu avais l'impression aussi qu'il voulait y aller, et je crois qu'Hunter passe Plessinger. Et donc, quand tu vois une différence de 14 secondes, c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'avoir la vitesse pure sur un tour. C'est que quand tu n'as pas de problème physique, en théorie, cette vitesse sur un tour, tu es capable de la garder toute la manche. Ça peut diminuer au fil de la manche parce que la piste se détériore. Et donc forcément, ça va influencer. Donc, mais enfin, tu as un Keiroli dans la fin de deuxième manche qui sortait ses meilleurs chronos. Il me semble qu'il était un peu réputé pour ça. Donc c'est quand même possible, en fonction du pilote que tu es, de se sentir de plus en plus à l'aise. Enfin, moi, je sais que je suis assez comme ça aussi, où il me faut du temps à me mettre dedans. Et qu'entre mon temps aux essais, enfin, mon premier temps de manche plutôt, parce que c'est pareil, entre les essais et la manche, la piste elle a quand même bien évolué, mais entre mon temps du début de manche et de la fin de manche, en général mes temps ils sont meilleurs en fin de manche. Donc voilà, ce gap de 14 secondes c'est quand même énorme. Enfin tu vois, t'imagines s'il y a 14 secondes d'écart entre les deux, entre finir 14 secondes derrière et dans la roue, la différence est énorme sur un quart de la manche. Donc moi je pense que ces stats elles sont intéressantes à prendre en compte. Après, est-ce que c'est réellement encourageant pour Ferrandi? C'est encourageant dans le sens où il baisse pas de rythme par contre, mais du coup, je vois quand même pas concurrencer Jet, même avec ces stats-là, tu vois. Je suis pas persuadé que tu les mets tous les deux en roue. Je le vois pas concurrencer Jet, du coup, là, en fait. Mais je me dis que Ferrandi, il y a encore une petite marge de progression. Bon, Jet, il n'était pas à 100%, il l'a dit aussi, mais
je pense que Ferrandis, il y a une marge de progression parce que, bon, déjà, ce qui est encourageant, c'est de voir que physiquement, ça tient la route malgré le fait qu'il a été malade et qu'il a raté pas mal de temps, qu'il a perdu pas mal de temps pendant le Supercross. Donc physiquement, ça a de tenir la route. Donc je pense que ça répond un petit peu à la question aussi où tu te demandais est-ce qu'il va aller bosser pour aller chercher un jet ou est-ce qu'il est déjà dans une situation un peu de contentement ou s'il fait un top 5 avec son team privé, il sera satisfait. Je pense que là, pour la première, du coup, il fait quoi? Il fait 4 du général? Ouais. Faire 4 pour la première, il est content. Je pense que s'il est 4 la prochaine et 4 la suivante, ça va vite le saouler en vrai. Ouais. Oui, parce qu'il le dit de toute façon qu'il a quand même envie de rouler pour gagner. Mais bon, comme je t'ai dit, il a un peu changé d'état d'esprit en se disant, là, il le redit encore, Jet, c'est le meilleur pilote du monde actuellement. Donc pour aller le chercher, voilà, ça veut dire que tu vas chercher le meilleur pilote du monde. Donc déjà, quand tu reconnais que le mec, ton concurrent, c'est le meilleur pilote du monde, c'est pas que tu pars désavantagé. Enfin, tu vois, là, je parle juste en mindset, hein, ton état d'esprit avant. Mais c'est que tu te dis, en gros, si je finis derrière, c'est normal. Et j'ai possibilité, enfin, j'ai envie d'aller le battre, parce qu'en plus, justement, le meilleur pilote du monde, ben, j'ai envie d'aller battre le meilleur pilote du monde, tu vois. Mais du coup, dans ta tête, c'est, voilà, je finis derrière, c'est presque normal. Et je vais quand même faire en sorte de finir devant, parce que j'en ai envie, parce que ça rendra la victoire que plus belle. Mais ouais, moi j'ai un peu de mal avec cet état d'esprit-là. Et puis je te dis, en changeant en plus de team, moi je le vois pas mieux. Après voilà, lui, son ressenti, il se sent mieux, etc. C'est peut-être les autres qui ont encore progressé. Hein. S'il fait moins bien qu'avec la YAM, c'est peut-être les autres qui ont encore progressé aussi. Et que lui, il a quand même progressé, mais pas autant que les autres ou un peu moins, tu vois. Mais ouais, j'espère vraiment que du coup son moteur, il va trouver les chevaux qui lui manquent, qu'il va vraiment avoir la base qui lui convient, qu'il parte devant et que là voilà, on puisse parler carte sur table. Ils sont partis tous les deux devant. Mais bon, pour avoir tout ça de réuni, c'est chaud quoi. Partir devant, avoir la moto qui lui convient, se sentir à l'aise avec la piste, lui être dans un bon jour, ne pas avoir été malade la semaine, machin. Enfin, il y a tellement de paramètres à prendre en compte parce que là aujourd'hui, on a l'impression que c'est ça ce qu'il faut pour battre Jet. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour chacun des pilotes là. Qu'ils n'aient pas été malades, qu'ils ne se soient pas disputés avec leurs copines, qu'ils n'aient pas oublié d'acheter des croquettes pour le chat. Enfin, tu comptes là, les gars, c'est dur, c'est dur. À mon avis, ça va commencer à être dur mentalement de penser à tout ça, à ce que tout soit au point pour pouvoir. C'est bon, là on y est, les gars, c'est aujourd'hui ou jamais quoi. Est-ce que tu penses qu'une fois que Jet aura été battu sur une manche, est-ce que tu penses que le battre une deuxième fois, ce sera plus facile? Je pense, ouais. Ouais. Je pense parce que lui, il va rentrer aussi dans un état d'esprit où l'objectif, c'est pareil, ce sera de gérer le championnat après. Et du coup, de pas risquer, un jour où il se sent pas bien, de pas risquer d'aller mettre la cabane sur le chien. Et du coup, tu vois, plus le gérer comme il l'a fait en Supercross. Et au final, beaucoup de victoires. Il gagne à la fin. Mais il s'est rendu compte en Supercross, bah ouais, faut pas que j'aille toutes les gagner. Il l'a vite compris. Ça sert à rien d'essayer d'aller toutes les gagner. J'ai envie de toutes les gagner. Mais des fois, en essayant d'aller les gagner, bah il y a d'autres paramètres. Ouais, la piste, elle est pas large, tu as des retardataires, tu as d'autres pilotes qui veulent gagner, des mecs qui mettent des taquets, qui font du slalom au milieu, enfin voilà, il y a plein de trucs. Et du coup, pour gagner un championnat, il ne faut pas toutes les gagner. Enfin, je pense que Stewart est le bel exemple de je veux toutes les gagner, je me mets par terre et au final, j'ai pas tant de championnats que ça. Et bon, j'ai plein de victoires de finale, mais pas beaucoup de championnats. Et ce qui reste quand même le plus intéressant, je pense quand même, c'est de gagner un championnat à la fin et pas d'avoir le plus de victoires possible. C'est marrant, on pourra peut-être en débattre plus tard sur un épisode intersaison, on n'aura pas trop de courses pour parler, mais tu vois, au final, un Stewart qui a que 2 titres, mais 50 victoires en Supercross, est-ce qu'on lui donnerait pas plus un statut de légende de notre sport qu'un Villopoto qui lui a 4 championnats de Supercross, mais une trentaine de victoires, c'est déjà beaucoup en vrai en Supercross. Ouais. Hein. Webb et Roczen, par exemple, ne les ont pas. Enfin, le seul qui est dans les 30 actuellement, c'est Tomac qui roule encore. Donc, et pourtant, tu vois, est-ce que la carrière de Stewart n'est pas plus prestigieuse? Eh ben, j'ai l'impression, pour répondre de manière rapide, que Stewart, effectivement, enfin, je sais pas si c'est juste un ressenti de moi ou si c'est général, que effectivement, il a plus marqué le sport qu'un Villopoto, qu'on s'en souvient plus qu'un Villopoto, que sa carrière est plus prestigieuse. Enfin, il apparaît plus comme un grand pilote et l'un des meilleurs pilotes de tous les temps qu'un Villopoto, alors que moins de titres. Mais à la fois, justement, du coup, on le compare à Tomac. Tomac, il l'a dépassé en nombre de victoires de Supercross. Ouais. Et est-ce que là, Tomac, il se retire? Est-ce qu'il a une carrière plus prestigieuse que celle de Stewart? Est-ce que tu te souviens plus de Tomac que celle de Stewart? Est-ce que Tomac t'a plus marqué que Stewart?
Et pourtant, je suis pas sûr. Et non, et pourtant on a la même configuration, 2 titres de Supercross, alors plus en outdoor, mais 2 titres de Supercross, plus de victoires en Supercross, et en soi on s'en souvient pas comme un Stewart, voilà. Donc je pense que c'est vraiment Écoute, Stewart. On se la note pour cet hiver et on se fera un épisode où on en reparlera. Allez, on va essayer de finir rapidement parce que le PC sur lequel on fait l'appel a bientôt plus de batterie. Est-ce que ta surprise de la journée? Plutôt positive du coup, une bonne surprise. Ouais. Bah, je dirais Sexton, même si ouais, je voulais le voir devant, je m'attendais à ce qu'il soit bon, mais du coup aussi bon à venir le titiller et tout, je dirais Sexton. Ok, moi j'ai noté Hymas. Chance Hymas, je l'attendais pas là en 250. Je pensais pas qu'il serait si proche. Pour moi, c'était un mec top 5, mais vraiment, je le voyais pas trop sur le podium. Et là, il s'est montré quand même assez près du podium, bonne vitesse. Donc, Hymas, bonne surprise. Et aussi Nicoletti, le début de deuxième manche de Nicoletti. Le bon départ, mais aussi, et il l'a dit d'ailleurs, il est passé dans le pole position, il a dit en première manche, j'ai laissé passer Chase, j'étais 8ème, j'allais pas le retarder pour la 8ème place. Mais par contre, là, quand je pars devant, je peux pas non plus laisser passer tout le temps tout le monde comme ça. D'ailleurs, quand Hunter m'a passé, je lui ai laissé un peu d'espace, mais bon, il s'est raté ou quoi, et il a dit je peux pas. Enfin, là, je suis 3ème, je vais essayer de m'accrocher. Je sais que je vais pas m'accrocher les 30 minutes, mais je peux pas non plus tout de suite laisser passer tout le monde, quoi. Mais ces 2-3 premiers tours étaient cool, la Nicoletti, j'ai trouvé. Non, c'était sympa, mais moi j'étais là, tu vois, et puis je suis pour Sexton, je voyais Sexton bien dans le bon wagon et tout. Oh, Nicoletti, garçon, là, je dois gagner, moi, là, Jet 22-0. Toi, peut-être que t'en as rien à faire parce que c'est pas toi qui vas l'arrêter sur 22-0. Enfin, là, il était du coup à 23-0. Décale, là, laisse-moi y aller. Mais non, effectivement, enfin, c'est vrai que quand tu le vois partir devant, il roule en 250 tout le temps, lui, à part pour l'outdoor, du coup, ou c'est la première année qu'il fait l'outdoor en 450 hein. Non, l'année dernière, il était en outdoor 450. Ouais, donc il fait tout le temps ça, le switch entre les deux. Bah, tu vois, on le voyait même pas parce que j'en ai même pas souvenir. C'est vrai que là, de sortir devant et de défendre sa place, c'est remarquable et c'est tout à son honneur. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'étais là à Sexton et j'étais là. Le ralentis pas, quoi. Oh. Nicoletti a reçu une plaque à la fin du Super Motocross l'année dernière parce qu'il a gagné tous les LCQ de Super Motocross. Invaincu en LCQ de Super Motocross, il lui avait filé une petite plaque de numéro 1. Je vais voir. C'est des bâtards. Moi, je sais pas si je la prends, je sais pas si je la prends, la plaque. Ouais, il les connaît, les mecs et tout. Il l'avait entre potes. Est-ce que tu as une déception sur la journée? Bon, peut-être un petit peu Tom. J'aurais aimé le voir se batailler avec les deux devant. Mais après, c'est pas. Voilà, c'est comme ma surprise. Ma déception, ma surprise, c'est un peu au même niveau. C'est pas une grosse déception non plus. Mais ouais, c'est peut-être ça ce que j'aurais aimé. J'en vois pas de plus grosse, quoi. Moi, déception, je suis autant déçu pour lui que je suis déçu de lui. C'est Masterpool. Masterpool sur la Pro Circuit, je trouve qu'il a fait exactement ce qu'il fallait pas qu'il fasse. Il fallait prendre un départ tranquille, une première épreuve tranquille, apprendre la moto, essayer de faire un résultat correct, mais bon, pas tout donner tout de suite. Ils n'ont pas compris, les gars. Parce que ils ont pas compris qu'il est monté sur une Pro Circuit et que la Pro Circuit, c'était la descente aux enfers. La moto qui t'envoie par terre. C'est la moto qui te blesse, qui t'envoie par terre. À un moment donné, non mais c'est bon, au nombre d'années, le nombre d'années que ça se produit, chaque année ça se produit, les mecs ils ont jeté un sort sur la Pro Circuit. Donc moi je suis Masterpool, tu me proposes d'aller rouler sur la Pro Circuit. Non merci les gars, je vais faire mes petits top 5 en 450 avec Jet, Ferrandis, Plessinger et compagnie. Les top 5 de Masterpool en 450, il lui coûte de la thune que là, je pense que déjà, c'est sûr qu'il ne paye pas pour aller rouler. Je pense qu'il doit prendre un petit salaire aussi, à mon avis pas très élevé parce que c'est en 250, c'est un pilote remplaçant, il ne fait pas toute l'année, il fait que le motocross. Mais non, je trouve ça super cool, en tout cas, que Masterpool ait pu avoir cette opportunité de rouler pour Pro Circuit. Et par contre, c'est dommage parce que surtout la deuxième chute qui se fait dans les vagues, putain, il a dû se faire mal aux fesses et aux jambes. Ouais, de toute façon, on lui tape le cadre et tout. J'étais content il s'est relevé, il a marché jusqu'à la moto, donc a priori il n'est pas blessé. Puis il a roulé dans la deuxième manche, je ne sais pas combien il a fait, mais bon, du coup ça va. Mais c'est vraiment le truc à pas faire. Tu as une opportunité comme ça, il ne faut vraiment pas te faire mal et t'empêcher d'avoir une deuxième et une troisième course. Tu vois, je crois qu'il est signé pour Toulouse d'Or. Ouais. Prends le temps de voilà, construire ta performance petit à petit, progresser, apprendre la moto. C'est une catégorie dans laquelle il n'a pas l'habitude d'évoluer. Et
enfin, c'est chouette parce qu'il se donne, mais faut pas gâcher l'opportunité en voulant trop faire trop vite, quoi. Moi, je pense qu'il s'est mis la pression justement j'ai l'opportunité de me montrer, donc déjà de rouler sur une moto-usine, de me montrer aussi aux yeux des team usines, etc., de faire bien avec un team usine et du coup d'avoir de meilleures armes pour faire encore mieux même que ce que je pouvais faire avec mon team privé, quoi. Ouais, et puis en plus en 250, comme on a dit l'année dernière, bon, il y avait pas grand monde en 450, mais il faisait quand même des top 5. Si tu fais top 5 en 450 l'année dernière, tu peux penser que tu peux approcher les top 5 en 250 cette année. Puis surtout sur la fin de saison où il va sûrement y avoir quelques blessures, ce sera encore plus possible, quoi. Ouais, après moi je pense que c'est pour ça que les mecs, parce que tu sais, tous ceux qui, nos Français et tout, là, ils montent à chaque fois en outdoor 450, hein, pas en 250. Donc je pense qu'en 250, le niveau il est plus relevé. Alors ça roule pas plus vite que les 450, tu vois. Il y a un gros aspect financier aussi parce que l'outdoor comparé au supercross, c'est quand même vachement difficile sur les motos et que tu crames plus de moteurs, d'embrayage et tout et qu'il y a beaucoup plus de pièces à changer si tu fais les 11 courses de motocross en 250 qu'en 450. Ah ouais. Donc moi je sais que des pilotes privés aux États-Unis ont déjà dit que l'outdoor en 250 en tant que privé, ça te coûte trop cher et que ça te coûte moins cher de le faire en 450. Et à la fois, justement, les primes aussi de résultats, elles sont pas supérieures en 450 qu'en 250. Si, aussi. Et à la fois, tu vois, quand tu regardes les 450, il y a quand même beaucoup de gros bras qui font pas le motocross au final. Il y en a très peu là. Bon, là ouais, il y a toujours soit des mecs qui veulent pas le faire, soit des mecs qui sont blessés. On a des gars qui sont revenus, tu vois, mais comme Craig. Ah ouais, non, ou alors ma déception, j'aurais pu dire Craig. C'est que. Mais pourquoi? J'avais même pas qu'il revenait déjà, j'ai juste vu quelques photos avant l'épreuve. Il était pris dans les deux chutes au départ. Ah ouais, mais bon, c'est. Tous les résultats. À l'image de ces nations l'année dernière, quoi. T'es venu là parce qu'on t'a demandé de venir et que t'avais pas un repas de prévu, quoi. Craig, il est out de chez Husky à la fin de l'année, donc il faut qu'il produise des résultats pour pouvoir rouler l'année prochaine. Donc, est-ce qu'il va rouler l'année prochaine? Parce que moi, il m'a semblé entendre des rumeurs comme quoi c'était terminé. Non, je pense que s'il trouve quelque chose, il préférerait rouler quand même, à mon avis. Parce que j'ai cru comprendre que c'est un peu comme Sansaro. Du coup, là, ces histoires de bras, justement, ça, au final, ça n'arrive pas à se résoudre à 100% et que ça l'handicape, quoi. Ah bon, t'as entendu ça? Ben, il me semble. J'ai cru que là, ça y est, c'était bon, enfin. Mais là, du coup, moi, je te dis, je savais même pas qu'il revenait. Donc, j'étais pas au courant que Sabon, il est réparé, etc. Donc, je sais pas du tout à quel point il est bien réparé ou pas. Mais il est repassé sur le billard. Préparation pour l'instant. Il est repassé sur le billard parce que. Pas pour une chute. Oui, c'était. Non, c'était sa blessure de l'année dernière. Il est revenu et tout, et il n'arrivait pas à rouler. Enfin, il y avait toujours des problèmes, etc. Du coup, il est repassé sur le billard pour ça. Donc, c'est ce qui me faisait dire que. Et il m'a semblé entendre que c'était pas sûr qu'il roule l'année prochaine, quoi. Que c'était possible que ce soit terminé. Mais je sais pas, du coup, si là, il a réussi à se remettre à 100%. De ce que moi j'avais vu, a priori, c'était réparé. Eh ben, j'espère qu'il va. Le temps nous le dira, parce que je pense qu'il pensait que c'était réparé quand il est arrivé à Naim 1. Et c'est avec le temps qu'il s'est rendu compte qu'en fait, non. Parce qu'en outdoor, d'habitude, Craig, il roulait un peu devant quand même. Je me souviens quand il faisait encore en 250 et qu'il montait en 450 pour l'outdoor, tu le voyais vers les 5 premiers, quoi, il me semble. Donc, ouais, mais bon, là, quand tu as raté 5-6 semaines de moto et que tu n'as que 2-3 semaines de préparation dans les jambes, c'est sûr que c'est difficile. Autre petite déception en 250, Evan Ferry, dont on parlait, qui n'est plus avec Triumph, a roulé sur une gas-gas, donc probablement privée et tout. A fait, je crois, et il ne faudra pas me citer, mais il me semble que c'est 32e de la première manche et 37 de la deuxième. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu des chutes ou quoi, je n'ai pas regardé son Snapchat, mais voilà, Evan Ferry, clairement, c'est pas. Pour lui, ça donne pas bonne impression, quoi. Quand tu quittes Triumph et que tu viens avec une gas-gas et que tu fais 32-37, on verra après, comme je dis, ça se trouve, il s'est mis départ à l'avant 3 fois par manche sur les 2 manches, hein, mais. On verra ce que ça donne à Hangtown, mais c'est sûr que quand tu regardes juste les résultats, c'est pas une belle image. Ouais. Bon, tu as des remarques supplémentaires sur la course de Fox Raceway? Mais je crois pas, hein. On a fait le tour. Hein. Ok, alors très rapidement, un petit pronostic. Ouais, on va se faire ça tous les week-ends maintenant. Pronostic, ton podium 250 et 450 du général à Hangtown. Mais putain, il me faudrait au moins la map du terrain, parce que là, attends, je la regarde vite fait, parce que je sais même plus quel terrain c'est, quoi. Hangtown, c'est le terrain où Thomas il a gagné avec 1 minute 30 d'avance quand il était sur la Honda. Là. À l'époque, c'était la première épreuve du championnat. C'est celle où Dylan, on avait parié sur une table. Ok, on avait parié, je m'étais trompé de la table, je m'étais trompé sur la table et tout. Ok, là je revois, ouais. C'est terre là-bas. Ouais, c'est de la terre encore. Ouais.
Là, pour le coup, c'est vraiment pas terre sabloneuse. Non, voilà, celle-là, elle est dure. Allez, mon petit Vialou qui se chauffe sur la terre, là. Et une terre comme on a en Europe, en France, à Ernée. Je sais pas du tout si c'est comparable la texture de terre, mais c'est pas une terre sablonneuse au moins, donc je sais pas. Non, mais en plus, non, je dis ça, mais le mec, il a passé je sais pas combien d'heures en Belgique et tout, à rouler dans le sable, là. Donc, Ouais, puis là, il roule en Floride où c'est des terrains sablonneux aussi. voilà, donc... Ah, bref, ouais, Vial 1, Kitchen 2 et Digan 3. En vrai, je dis ça, mais ma tête me dit Kitchen 1, Vial 2, Digan 3. Ouais, moi, je crois que je vais dire Kitchen, Digan, Vial pour Hangtown. Donc là, ah ouais, non, t'inverses juste Digan et Kitchen. Et elle est 450. Sexton, Jet et Ferrandis. Ah, ça y est, c'est la semaine. C'est la semaine où Jet tombe. Inch'Allah. Moi, je vais dire Jet, Sexton, Ferrandis. J'ai envie de voir, je pense, j'espère, et j'y crois, Ferrandis devant Hunter. Ouais. Jet, Sexton, Ferrandis. Ouais, non, moi j'ai envie que Sexton il soit là. J'ai envie qu'il... Mais à la fois, tu vois, je me dis, purée, une lancée comme ça, des fois, j'aimerais bien que Jet, bah vas-y, tue le record, là, fais-nous une grosse série, soit le pilote, le premier pilote, enfin, le pilote numéro 1. C'est dur à apprécier sur le moment, je trouve. S'il fait 44-0, c'est historique, tu vois, pour notre sport. Ouais. Mais en même temps, je trouve que quand tu le vis, c'est dur de se dire, non mais attends, à pression quand même, parce qu'on voit un mec qui roule comme personne n'a roulé avant, et qui est en train d'accomplir des choses qui n'ont jamais, et qui probablement seront jamais accomplies après, tu vois. Mais pour autant, tu veux voir de la compétitive. Après, je vais dire, c'est que si toutes les manches elles sont comme la deuxième manche qu'on a eue ce week-end, en vrai, bon, bah, même s'il y a un 22-0, ça passe pour moi. Tant que j'y crois, tu vois. Parce que moi, j'avoue que je me suis fait avoir, j'y ai cru. Je me suis dit, peut-être, c'est possible. J'y ai pas cru et je veux au moins du dépassement. Moi, je veux voir à un moment donné Sexton qui va passer Jet et Jet qui le repasse à la limite, mais je veux que ça se dépasse là. Et même, j'ai envie de voir Jet galérer un peu à doubler quelqu'un, tu vois pas à chaque fois, genre, c'est ça, ici. Voilà, je fais ce que je veux, hop, j'enroule là, bon, hop, je fais mon petit wheel tap inventé comme dans les jeux vidéo, et puis je passe au-dessus, je te fais un scrap, je te regarde, t'es ma pu. Voilà, je fais ce que je veux de toi, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, Clément, on va se retrouver la semaine prochaine, du coup, après l'épreuve d'Hangtown. Merci à MGT Design d'être avec nous. Donc, n'hésitez pas à le contacter, @MGTDesign_MX sur Instagram pour vos demandes de kit déco 200% perso. Tu fais trop le ricain là, à un moment donné c'est @MGTDesign DESIGN _du8 là vous savez, MX sur Instagram. Bon, globalement tu mets MGT Design, on ressort normalement, on ressort. Voilà, pour vos demandes de kit déco 200% perso. Et merci Clément encore une fois pour un épisode très cool. Et à la semaine prochaine sur le Brap Show. Allez, ça va. À la semaine prochaine, les gars.